Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Édouard Schumacher, CEO de LS Group pour l'Amiro Schumacher. Pour les rares personnes qui n'ont jamais vu ce nom à l'arrière de nombreuses automobiles et notamment de leur marque historique Renault, LS Group est un des acteurs majeurs de la distribution automobile française avec plus de 50 concessions et des marques incroyables comme Maserati, Lamborghini, McLaren ou encore Bugatti. En quelques chiffres, le groupe LS, c'est près de 1500 salariés, 23 marques automobiles et près d'1 milliard de chiffre d'affaires. Édouard nous partage son enfance avec un père, André Schumacher, qui était un des premiers concessionnaires Renault multimarques. Il a donc été en contact très tôt avec l'automobile sans pour autant y baigner et se passionner pour. C'est finalement au décès de son père, alors qu'il était encore étudiant en fac de droit, à seulement 24 ans, qu'il reprend la tête du groupe familial et plonge véritablement dans le milieu de la concession automobile qui le passionne très vite. Sans vous spoiler, cet épisode est avant tout le parcours d'un entrepreneur qui a su, avec son équipe, redresser l'entreprise familiale et même mieux en développant avec des marques de sport et de luxe en seulement 15 ans. Imaginez l'exploit d'avoir réussi à convaincre des marques aussi folles que Lamborghini ou Bugatti de vendre leurs merveilles pour leur compte en France. Forcément, avec 15 ans à la tête de l'entreprise et de telles aventures entrepreneuriales, vous vous doutez bien qu'Édouard a de nombreuses anecdotes et histoires incroyables à nous partager. J'en profite donc pour remercier Astrid Sergent de m'avoir mis en relation avec Édouard, mais aussi Delphine Lem et Simona Casconnet pour l'accueil chez Lamborghini Paris. J'en profite aussi pour saluer Calvin Courjon, photographe de talent avec qui j'ai aussi enregistré un épisode. Vous verrez qu'on y fait allusion durant l'épisode et vous le verrez encore plus pourquoi on a pu parler de Calvin durant le vlog que je publierai dans 2 semaines normalement sur YouTube, où Édouard Schumacher, donc mon invité du jour, m'a fait visiter Lamborghini Paris. Autant vous dire que c'est un moment incroyable que je vous partagerai donc sur YouTube. Finalement, cet épisode relate le parcours d'un homme qui, malgré la pression d'un nom, a réussi à en tirer le meilleur et a constamment innové dans la manière de vendre l'automobile de demain, tout en continuant à nous faire rêver. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast, et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube dans La Boîte à Gants. Pour l'instant, vous pourrez retrouver le vlog correspondant à l'épisode avec Adrien Parasol, celui de François Delecourt, le dernier en date avec Sébastien Loeb Racing, c'est-à-dire je vous emmène avec Dominique Heinz du team du célèbre champion du monde des rallyes. Et dimanche prochain sortira le vlog de ma virée sur circuit en Lamborghini Aventador S avec Maxime Langlais à l'occasion du Vigan. Autant vous dire qu'avec Max, ce sacré numéro, un moteur V12 atmosphérique de 740 chevaux, une boîte simple embrayage, c'était très sport. Et pour rester avec la marque de Sant'Agata, au Taureau, le dimanche suivant, un nouveau vlog en exclusivité sur YouTube, durant lequel je vous emmènerai en visite privée de Lamborghini Paris, guidé, s'il vous plaît, par Édouard Schumacher. Je pense que vous avez intérêt à foncer vous abonner sur la chaîne YouTube dans La Boîte à Gants pour ne rien louper. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et forcément sur YouTube, à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, que vous n'avez pas eu encore la chance d'écouter. Il y en a actuellement 55. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans La Boîte à Gants. D'ailleurs, je dois vous remercier et vous féliciter tous puisque dans La Boîte à Gants est actuellement le 35e podcast français, toutes catégories confondues. Et je dis bien français, c'est juste incroyable de se dire que l'automobile peut avoir une telle place. Et ça, c'est justement grâce à tous les commentaires que vous pouvez mettre et tout le soutien que vous pouvez me donner. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon épisode. Salut Édouard. Comment vas-tu ? Très bien, c'est un plaisir de t'accueillir dans La Boîte à Gants, même si on est chez toi un peu en quelque sorte. Écoute, c'est un peu la poupée russe, hein. Je suis ravi de t'accueillir ici chez Lamborghini. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les gens qui n'ont pas encore compris qui tu étais ? Alors écoute, je vais avoir 40 ans cette année et ça fait 16 ans que je suis concessionnaire automobile. D'abord de la marque Renault, la marque historique, et puis on s'est un petit peu développé et aujourd'hui nous représentons 23 marques, des marques les plus généralistes aux marques premium et bien sûr aux marques sportives dont Lamborghini fait partie. Et donc tu t'appelles Édouard Schumacher. Et donc je m'appelle Édouard Schumacher.
Et justement, l'automobile, c'est quoi un peu le rapport que tu as avec l'automobile depuis l'enfance ? Alors c'est pas un rapport continu depuis l'enfance avec l'automobile. Alors bien sûr, j'ai toujours été extrêmement baigné dans l'automobile et particulièrement je le citais dans l'univers Renault puisque mon père était un des premiers concessionnaires Renault multi-concessions. Dès les années 70, il a développé un groupe de distribution autour de la marque Renault. Mais ce qu'il faut savoir aussi, alors je dis mon père, je vais dire notre père parce que je vais aussi parler un petit peu au nom de mon frère François qui a rejoint le projet familial. Et on a vécu un petit peu la même enfance. Il a rejoint en 2015, c'est ça ? Exactement, en 2015. Et moi j'ai rejoint le groupe en décembre 2006, au décès de notre père. Et ben François et moi, en fait, on a eu un père qui nous a eu plutôt tard dans sa vie, puisque notre père est né en 1924. Et il nous a eu en fin de cinquantaine pour moi et début de soixantaine pour mon frère François. C'était une autre partie de sa vie, c'était une autre maturité, c'était une autre envie. Donc on a eu un père qu'on n'a pas connu dans des rallyes, dans des courses, mais qui était pourtant une figure emblématique de l'automobile, ou en tout cas de l'univers des marques françaises et dans la distribution des marques françaises. Mais on n'a pas été baigné, comme certains peuvent l'imaginer, par le karting, la compétition, petit. Nous avons très peu connu notre père conduire. Quelqu'un conduisait pour lui, pour des raisons de confort, peut-être pour des raisons d'âge, pour des raisons très personnelles. Une autre époque, l'entrepreneur. Ah, c'était clairement oui, c'était une autre époque. C'était l'époque où on pouvait fumer son cigare dans la voiture ou dans les bureaux et avoir un chauffeur sans aucun a priori. Voilà. Et c'est vrai que les temps ont changé aujourd'hui. Moi, je prends le métro. Je ne fume plus ou j'ai une cigarette électronique, donc je vais l'utiliser pendant ce podcast si ça te dérange pas. On partageait notre plaisir, notre passion pour les Jordan, pour les sneakers. Donc c'est vrai que les temps ont changé, mais je crois que la passion finalement elle est toujours là. Et moi c'est une passion qui est arrivée par la suite lorsque j'ai découvert ce groupe. Alors pendant toute mon enfance, bien sûr, en fait, autour de mon père, il y avait que les grands personnages de Renault. Je vais en citer un, notamment, qui s'appelle Philippe Lamirault. Alors la jeune génération ne sait pas qui il est, mais ça a été le grand directeur du commerce de Renault, une époque où Renault avait des parts de marché juste gigantesques. Et son fils Olivier est notre associé aujourd'hui à François et moi, parce que aujourd'hui, je suis le CEO de LS Group, mais ça veut dire Lamirault Schumacher. Et c'est bien l'association de deux familles de la distribution automobile. C'est une fusion qui est opérée en 2018, si je dis pas de bêtises. Exactement. Alors, je dis exactement non. En fait, elle s'est bien initiée en 2018. Tout s'est fait en 2018. Mais elle a pris corps réellement à partir de janvier 2019. On reviendra sur tout ça si tu veux. Bien sûr. Pour rester un peu sur ton enfance, forcément, il y a aussi une confusion par rapport à ton nom de famille. Les gens font peut-être un peu l'amalgame avec le... Alors, quand j'étais petit, il n'y a pas forcément de confusion. Ouais. Mais c'est vrai que la confusion est assez cool parce que c'est un nom qui est très automobile. Quand on écrit d'ailleurs à l'arrière des voitures Schumacher, moi je le prononce Schumacher parce que c'est francisé depuis 150 ans, mais réellement c'est bien Schumacher comme le pilote. Et ben souvent, les gens pensent que ce sont des éditions spéciales. Donc on a trouvé sur le Bon Coin des voitures siglées par nous Schumacher, mais un Schumacher vendu comme une édition, un tribute to Michael. S'ils ont réussi à trouver des clients, tant mieux pour eux. Hein. Ben, j'ai l'impression qu'ils les ont vendus un peu plus cher aussi. Dis donc. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et souvent, on nous fait des demandes pour des signatures de plaques ou des signatures de coffres avec écrit Schumacher derrière. Et on le fait de bon cœur. Et donc ton père, il s'est fait un peu tout seul. À la base, il vient d'un milieu assez modeste, c'est ce que tu m'avais raconté. Alors, il vient effectivement d'un milieu modeste. Il vient de Marseille à l'origine. Et puis, une famille... séparés, ses parents séparés. Il faut se dire que là, on monte aux années 30 ou au début des années 40. Hein. Donc, ce type de famille était quand même assez rare à l'époque. Et oui, il a commencé tout seul. Et alors, je dis pas qu'il a réussi du premier coup. Et ma demi-sœur Colette, si elle nous écoute, nous rappellera tous ses échecs, mais on va essayer de garder sa réussite. Mais effectivement, il a commencé dans l'automobile dès 1947. Donc, c'était vraiment une passion en lui. Et puis, il a eu un certain nombre de mains tendues qui l'ont aidé. Faut pas les oublier parce que quand on commence de rien, il y a bien sûr le travail, il y a bien sûr l'engagement, il y a bien sûr un facteur chance, mais on a toujours besoin de coups de pouce. Hein, ces déclencheurs, ces personnes qui sont présentes au moment clé, qui croient en vous, qui croient en nous, qui croient dans ses capacités. On ne peut pas réussir purement seul. Le mec qui dit qu'il a réussi seul, de rien, sans avoir la moindre aide, je n'y crois pas. Que ça soit son travail à 80, 90, 95%, c'est sûr. Mais à un moment, tous ceux qui ont réussi rappelleront toujours un déclic qu'ils ont eu dans leur vie, un ou plusieurs, des moments clés où, justement, ils ont eu cette aide
au moment où il le fallait. Et donc ça a été le cas pour mon père, parce que faut dire les choses, hein, les premiers temps ont été difficiles, il a connu des échecs, il a eu des aides, il a été sorti probablement de situations aussi un petit peu compliquées, hein. Il avait une vingtaine d'années à l'époque. Et puis, à un moment, il a décidé de monter à la capitale. Parce qu'il était à Narbonne, en fait. Lui, c'était vraiment un sudiste, hein, à l'origine. Donc, il est monté à Paris avec son accent marseillais. Et puis, il a intégré une concession automobile qui était une concession Citroën à l'époque, dont il a pris la direction et dont finalement, il est devenu le concessionnaire. Et en 1963, le Philippe Lamirault que j'évoquais tout à l'heure, qui est devenu plus tard le directeur du commerce monde de Renault, le père de notre associé Olivier, eh bien, l'a nommé concessionnaire Renault. Alors, il faut se dire qu'en 1963, j'ai parlé comme un vieux. Et c'est une époque que je n'ai pas connue, mais que j'imagine bien. En 1963, le marché français, c'était principalement les marques françaises, et puis il y avait une marque extrêmement haut de gamme, la marque Citroën, c'était juste la marque emblématique, et Renault était la marque challengeuse. Et puis dans la gamme Renault, on n'avait que des véhicules extrêmement populaires. À l'époque, mon père était situé à Neuilly-sur-Seine, sur le quartier de la Défense, quartier d'affaires. Donc il vendait des DS, les DS c'était les limousines de l'époque extrêmement haut de gamme à tous les chefs d'entreprise. Et dans la nuit, il a décidé de décrocher son panneau Citroën, pour des raisons qui lui appartiennent, pour devenir concessionnaire Renault. Donc autant dire que ça a été hyper chaud à l'époque, hyper mal perçu, il y a un véritable cataclysme. Tu veux dire qu'il est sorti d'un certain confort pour aller un peu sur des terrains plus aventureux, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et très aventureux, parce que quand tu vends des voitures à des chefs d'entreprise, à l'époque, on avait quoi? On avait la 4 chevaux, je crois, chez Renault. Ouais. C'est juste la voiture qu'on appelait la mode de beurre. Donc, vendre des modes de beurre à des chefs d'entreprise, il fallait avoir des couilles. Et il les a eues, et je pense qu'il a senti, ça a été vraiment son intuition, toute la dynamique, toute l'épopée qui allait être celle de Renault dans les années 60, 70, 80, malgré des temps difficiles, où Renault a pris une expansion juste incroyable. On oublie en fait ce qu'a pu représenter Renault aujourd'hui en France, mais comme Citroën d'ailleurs, comme Peugeot. Ces trois grandes entreprises, elles ont été juste fabuleuses. Elles ont innové là où d'autres constructeurs européens ou mondiaux aujourd'hui s'approprient des histoires incroyables. Elles ont fondé beaucoup de choses sur le plan technologique, sur le plan du business, sur le plan du commerce. Il y a eu des grands hommes et des grandes femmes, bien sûr. À l'époque, c'était plutôt des hommes qui ont vraiment fondé la distribution automobile telle qu'on peut la connaître encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est un peu difficile, c'est que là, on est vraiment à la croisée des chemins. Il y a tout un modèle, tout un univers de la distribution automobile, toute une époque qui est en train de disparaître avec ces grandes figures, parce que les personnes ont pris de large, mais parce que aussi le business change. Et il faut s'approprier ce nouveau business. Et c'est ça qui est difficile pour nous, les concessionnaires. Tu sais que c'est marrant parce que ça m'évoque un épisode que j'enregistrais avec Patrick Lecaman, qui était l'ancien directeur du design de Renault. Et il parlait justement de toute cette épopée Renault, et surtout lui était plutôt de de l'ancienne génération. Il n'a pas pris ce virage où tout simplement il partait à la retraite. Mais tu sens en fait entre les lignes que il n'a pas forcément compris cette transition justement. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont simplement pas prise en fait. C'est extrêmement difficile parce que quand on parle de mutation de la distribution, il faut imaginer que notre modèle change. Jusqu'à présent, il y avait une concession avec toutes les activités de vente de véhicules neufs, d'occasion, de réparation des voitures. Et notre modèle, il évolue. Jusqu'à présent, on était des concessionnaires. Demain, on va aller de plus en plus vers des modèles de représentation de marque, comme on peut le voir dans un Apple Store, comme on peut le voir dans un Nike Store. On parlait de Nike. Et il faut complètement changer notre modèle économique et notre manière de fonctionner et nos compétences et notre manière de répondre aux attentes des clients. Souvent, on nous dit, mais les voitures, elles se vendent pas en ligne. Delphine, qui est à nos côtés pendant ce podcast, qui s'occupe de toute la partie, notamment digitale chez nous, pour en témoigner. En fait, non. Aujourd'hui, tout est digital. Il n'y a pas un client qui passe le pas de notre porte qui n'est pas allé voir des sites constructeurs, des sites internet, des forums, des sites croisés, qui n'a pas déjà eu un parcours digital. Il sait déjà ce qu'il veut. Finalement, l'acte d'achat, c'est la dernière étape. Mais tout est déjà digitalisé. Et donc, cette ancienne génération que tu évoques, et j'espère que je n'en fais pas partie, parce que moi, à bientôt 40 ans, je suis déjà formaté aussi comme eux. C'est pas une question d'intelligence, parce que cet âge d'or, il a été fait par des personnes puissantes intellectuellement, puissantes dans les ambitions, dans les rêves.
mais qui ne se reconnaissent pas, qui ne trouvent peut-être pas le même plaisir dans le modèle qui s'offre à nous aujourd'hui. Et je peux comprendre. Je peux comprendre parce que il y a peut-être un petit peu moins d'autonomie, il y a peut-être moins de marge de manœuvre pour entreprendre librement. Mais c'est le monde aussi qui change aussi. Et il faut l'accepter ou y renoncer. Donc quand tu cites Monsieur Lequémont, peut-être qu'il a préféré renoncer parce qu'il ne trouvait plus le même plaisir. Ce que je peux comprendre. Et cette génération qui part, c'est moins une génération, une question d'âge qu'une question de... Oui, d'avoir envie de préserver cette liberté, cette autonomie. Pour en revenir au petit Édouard, oui, au Édouard enfant, à ce moment-là, donc tu vois l'automobile mais un peu de loin. T'as finalement un peu les rêves de tous les gosses. C'est-à-dire que j'imagine qu'une Alfa Romeo, une Lamborghini, ça te fait rêver. T'as peut-être des posters dans ta chambre? Alors, ouais, j'avais des posters, mais mes premiers posters, et en fait, je sens que ça m'a marqué aujourd'hui parce que je la recherche absolument. Donc, comme tout, je suis dans la nostalgie de la voiture de mon enfance. Moi, s'il y en a une qui a marqué mon enfance, c'est la R5 Turbo. Alors, quand j'entends qu'aujourd'hui, Renault, Luca Di Meo, Gilles Vidal, le nouveau designer de Renault qui vient de chez Peugeot, sont en train de nous dessiner une R5, mais je suis dingue. Ça, c'est vraiment la voiture de mon enfance parce que comme mon père était concessionnaire Renault et un des quelques grands concessionnaires de la marque, j'ai toujours vu des R5 autour de moi. Mais j'ai le souvenir d'être dans la voiture de ma mère à écouter la radio, Nostalgie ou je sais pas quoi à l'époque, Balavoine dans une R5. Donc je l'ai vraiment dans le sang cette caisse. Alors bien sûr, comme tout le monde, j'ai rêvé d'Alfa Romeo et j'ai voulu devenir concessionnaire Alfa Romeo. J'ai rêvé de Lamborghini. Alors Lamborghini, je suis moins de la génération de la Countach que de la génération de la Diablo. La Countach, c'est plutôt années 70, début 80. Moi, je suis vraiment de celle de la Diablo, début années 90. On en reparlera d'ailleurs. On en reparlera avec plaisir. Mais parce que en fait, il est où notre plaisir automobile? Il est souvent dans une nostalgie. Alors, on est à la recherche de technologie, mais dans la nostalgie de la voiture de son enfance. Et c'est la voiture dans laquelle on a été entre ses 4-5 ans, ses premiers souvenirs, et ses 12 ans. Parce qu'à partir de 12 ans, on commence à regarder la voiture de ses parents, la voiture du grand frère, celle qui lui plaît, celle laquelle il conduit. Entre 5 et 12 ans, c'est la voiture dans laquelle on est, dans laquelle on habite. Alors bien sûr, comme tous les enfants, j'avais une petite Ferrari, une petite Lamborghini, une petite Porsche. Ma préférée, c'était une Lambo. Il y a forcément un lien, ouais. Voilà. Il y a un moment marquant forcément dans ta vie, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est le décès de ton père. Toi, à ce moment-là, t'as 24 ans. Exactement. Et je suis encore étudiant en droit. Mon frère en a 17, il est encore en internat. Cette entreprise ou ce moment dramatique plutôt, je pense qu'il nous a fait basculer tous les deux, moi le premier puis ensuite François naturellement, vraiment dans l'âge adulte. À l'époque, moi j'étais étudiant, je vendais des baskets, comme quoi on en revient toujours au basket. Oui, tu avais des petits business un peu pour te faire de l'argent, quoi. Ouais, exactement. Puis parce que j'avais envie de travailler, tout simplement. Puis je crois que le commerce, on l'a un peu dans le sang. Ouais, c'est clair. Donc je faisais partie des meilleurs vendeurs de baskets de Paris, je pense à l'époque. Mais finalement, tu me donnes une basket, tu me donnes n'importe quoi. Je pense que c'est le plaisir de l'échange, c'est le plaisir de rencontrer, de parler d'un produit, et puis d'imaginer au pied ou d'imaginer quelqu'un au volant d'un véhicule ou une chaussure qu'on aime. À l'époque, donc j'étais étudiant, mais finalement je jouais j'étais pas réellement encore dans la vie active, j'étais encore dans le questionnement de me dire qu'est-ce que je vais faire plus tard, est-ce que je vais être légitime dans cette boîte familiale, est-ce qu'il faut que je rentre dans cette boîte familiale, mon père me demande un peu le questionnement du fils de et c'est exactement ça, et je crois qu'on s'est bien compris là-dessus, toi et moi, c'est un mauvais questionnement en fait, d'être le fils d'eux. C'est quoi? C'est toujours une recherche de légitimité, mais en fait, le nœud, il est pas là. Le nœud, c'est la crédibilité. Qu'on soit fils d'eux ou pas, c'est la crédibilité. La crédibilité, c'est quoi? C'est juste du boulot, du travail, de l'engagement, de la rigueur. C'est pas plus compliqué que ça. Et la rigueur, ça veut pas dire être chiant. On peut être rigoureux et être un peu fou. On peut être rigoureux et avoir le sourire, faire des blagues, être détendu. Mais rigoureux, c'est faire juste consciencieusement sa tâche. Et ça, c'est la crédibilité. Et surtout, c'est la constance dans ce travail-là. Parce que nous, on veut pas de sprinter. Un mec qui est capable de courir le 100 mètres, c'est très bien. Mais c'est encore mieux s'il est capable de le faire pendant 42 km. C'est le marathon. Et c'est ça qu'on recherche. Et c'est ça qui permet d'être crédible vis-à-vis de ses collaborateurs en ce qui me concerne, vis-à-vis de mon associé, mes deux associés, vis-à-vis de mes équipes qui me regardent aussi. Et elles-mêmes, elles ont besoin d'être crédibles. Donc la compétence technique, ça s'acquiert avec le temps. Il faut en avoir un minimum, mais ça s'acquiert avec le temps. C'est bien cette discipline et cette constance dans l'engagement, dans le travail.
Donc souvent et même moi j'étais dans ce questionnement de me dire mais est-ce que je vais être légitime? En fait le nom il veut rien dire. Il a fallu que je devienne crédible. Et souvent aussi on a des jeunes générations, deuxième, troisième génération, qui viennent me voir en me disant mais écoute, toi ça fait plus de 15 ans que t'es dans la boîte, comment t'as réussi finalement à trouver ta place? Alors d'abord moi j'ai eu un avantage à la fois extrêmement douloureux et incroyable par rapport aux autres. En fait, j'ai pas eu à tuer mon père parce que mon père est mort. Il faut se dire les choses. J'ai eu cet avantage-là. Et ça m'a donné une rage pas possible parce que je ne pouvais pas laisser son héritage disparaître. L'entreprise perdait 12 millions d'euros. Elle était même pas sur le déclin. Elle était en train de couler complètement. Et quelque part, ces circonstances, elles étaient plus faciles pour moi parce qu'il y avait cette rage. T'avais rien à perdre, en fait. Et j'avais rien à perdre et je pouvais pas faire pire. Donc à un moment c'était plus simple et c'est comme ça que j'ai gagné ma crédibilité parce qu'ils ont vu qu'en fait je me suis jeté dans cette entreprise que je ne connaissais pas, je ne connaissais personne, je ne connaissais rien, mais il fallait que je fasse quelque chose et c'est comme ça que j'ai acquis cette crédibilité auprès des collaborateurs. Et après on peut peut-être parler de légitimité mais finalement c'est pas un bon mot. Je veux dire la royauté elle a disparu en France depuis 1789, elle essaie de revenir, mais arrêtons d'être légitimes, soyons crédibles et pour être crédibles il faut juste se retrousser les manches. Mais avant cette période justement funeste et donc ton arrivée un peu forcée en entreprise, il y avait quand même une réflexion. C'est-à-dire que tu m'avais expliqué une discussion avec, on va dire, un mentor. Ouais, et c'était le meilleur conseil, je pense un des meilleurs qu'on m'ait donné de ma vie. En tout cas, il a été très fondateur pour moi parce que justement, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai rentré dans cette boîte? Mais non, en fait, je vais faire autre chose ailleurs. Je vais faire mon chemin en dehors de cette boîte familiale. Je vais me réaliser autrement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais entreprendre. Et puis il m'a regardé, il m'a dit mais en fait t'as pas envie d'être un fils à papa toi. Et je dis ouais c'est exactement ça, t'as tout compris. Et là il m'a secoué, il m'a donné vraiment l'électrochoc dont j'avais besoin. Il m'a dit écoute t'es gentil, mais maintenant tu vas bouger ton cul. Et le plus beau des héritages, c'est celui qu'on te propose, c'est celui de trouver ta petite place dans cette entreprise familiale qui existe et que ton père a fondée depuis 50 ans. Elle est en difficulté. Mon père était pas mort à ce moment-là, mais les difficultés avaient commencé. Lui, il avait déjà pris une forme de retraite. Il n'était plus aux opérations. Rentre dans cette boîte. Essaie de la sauver, cette boîte. Essaie de donner un petit peu de ton sang pour cette boîte. En fait, il m'a dit, mais tu veux faire autre chose. T'es gentil, mais tu peux te permettre d'envisager autre chose parce que tu sais que t'es baqué. Finalement, tu sais qu'il y a ton père derrière. Tu sais que si demain tu veux entreprendre, si tu te plantes, il essaiera de te rattraper, tu seras jamais seul. Donc il me dit, finalement, ta cuillère en argent, tu l'as bien dans la bouche. Donc maintenant, tu l'ôtes et tu envisages ce qu'est le véritable challenge. Et le véritable challenge, c'est de rentrer dans cette boîte avec une humilité, d'essayer de la sauver par respect vis-à-vis de ce que ton père a fondé, pour ton frère, pour ta famille en général et pour les collaborateurs qui y bossent. Alors là, autant dire que quand on m'a dit ça, j'ai accusé le coup. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 10 secondes à tout casser, et j'ai décidé d'y rentrer. Parce que c'était le choc dont j'ai besoin. C'était en 2005. Ok. C'était en 2005. Donc là, il fallait que je termine absolument vite mes études. Donc, comme tout le monde, je pouvais prendre un peu le temps. Donc là, j'ai terminé vite, très très vite, avec toutes les félicitations. J'ai tout fait. J'ai rattrapé tout le temps perdu. Et j'étais en fait en dernière année de droit, ce qui s'appelait à l'époque un DESS, aujourd'hui c'est un Master 2, il manquait finalement le stage en entreprise. Fiscalité, c'est ça? Alors, j'étais en droit des affaires et j'avais une spécialité fiscale. Ouais. On a fait la même chose. C'est bon ça. Ouais. Mais ça aide, Ouais. Ça aide. Ça aide parce que la première fois que il a fallu que je regarde des comptes, j'avais déjà cette structure de pensée. Donc souvent on me dit, mais est-ce qu'il faut vraiment faire des études? J'ai envie de rentrer tout de suite dans la vie active. Alors, c'est comme tout, c'est un juste équilibre. Moi, j'ai fait juste le compte d'études qui m'a permis d'avoir des bases. Alors, ça m'a pas servi directement mon droit des affaires ou ma fisca, mais finalement si, parce que ça m'a donné une structure de pensée, une construction logique. Ça m'a habitué aussi à certains fonctionnements, certains vocabulaires. Et si on parle de la fisca, ça m'a juste permis de comprendre un compte de résultat, un bilan, ce qui était essentiel dans une boîte que j'ai découverte à l'époque et qui faisait quand même à l'époque 300 millions de chiffre d'affaires. Donc, autant dire que j'étais content de savoir t'es rentré dans le grand bain passer aussi une écriture. Ouais, je suis rentré dans le grand bain violemment, très très violemment. Justement, tu m'as raconté une anecdote à ce sujet-là. Au moment où tu apprends le décès de ton père, je crois que tu as une réaction assez symbolique, presque le lendemain. Si je me souviens bien, c'est un jeudi à 10h20 que tu as l'information du décès de ton père. Exactement. Et le lendemain,
Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait quelque chose de très intuitif, mais je pense que j'ai pris ma place et j'ai fait intuitivement ce qui me semblait être normal, essentiel, sans qu'on me dise de le faire, sans qu'on me donne un cours. Si je suis rentré dans le match, en fait, j'ai pris mon téléphone et j'avais une dizaine de numéros de personnes que j'avais pu croiser à l'occasion d'un stage ou pas, dans cette entreprise que je connaissais pas, et je les ai appelées l'une après l'autre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais finalement, c'est ce qu'il fallait faire. Je les ai toutes appelées personnellement, c'était des chefs de service, des directeurs, et je leur ai dit, l'histoire ne s'arrêtera pas là, elle va continuer, je suis là, je rentre dans l'entreprise, et je vais faire tout ce qui est mon possible pour la sauver. En fait, j'ai essayé de les rassurer parce que leur fondateur avait disparu. Je pense qu'il y a eu une perte parce que mon père avait tissé quand même des relations fortes avec ses proches collaborateurs. Et j'imagine leur inquiétude, une forme de douleur personnelle et puis l'inquiétude professionnelle en disant mais où va la boîte? Et mon premier réflexe a été de leur dire la boîte va continuer. On n'arrête pas là l'histoire et ma famille est derrière moi, ma mère, mon frère, tout le monde est là et la décision elle est claire, elle est nette et on ne reviendra pas en arrière. C'était le premier acte. À ce moment-là, ta mère aussi te pousse. Si j'ai bien compris, donc ton père a eu beaucoup d'enfants. Tu es un des derniers et ta mère t'a poussé vraiment à te dire c'est à toi de reprendre un peu les rênes quoi. Effectivement, mon père a eu 2 filles, puis 2 fils. Les 2 fils, il les a eus avec la même femme, donc qui est notre mère, à François et à moi, qui était beaucoup plus jeune que lui, présente à ses côtés, pas directement dans l'entreprise, mais présente à ses côtés. Et je me rappelle d'une discussion dans la maison familiale. C'était entre le moment où on avait appris son décès et on est allé le voir à l'hôpital et le moment où on allait l'enterrer. Et ma mère était présente et il y avait véritablement une carence en fait de la direction dans cette entreprise et il n'y avait plus personne finalement pour représenter cette branche de la famille. C'était important parce que on est dans des boîtes qui restent malgré tout très familiales. Et ma mère m'a dit il y a personne d'autre donc il faut que ce soit toi qui y ailles. Vas-y, fonce, te pose pas de questions, de toute façon tu n'as pas le choix. Il faut se dire que François et moi, on a été éduqués. Souvent, les gens nous imaginent, dans le plus grand confort. C'est vrai qu'il y a eu forcément un confort matériel. C'est clair, c'est sûr. Mais comme tu le disais tout à l'heure, en fait, nos 2 parents, notre père, notre mère, ils sont issus de milieux modestes tous les 2. Mon père, il se fait tout seul, bien sûr, avec des mains tendues, mais il a commencé, il n'avait rien. Ma mère, elle est issue d'une famille très nombreuse, partiellement d'une culture différente, à une époque où on pouvait avoir un regard différent sur les autres cultures en France. C'était pas simple. Et tous les 2, chacun à leur manière, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils se sont rencontrés, c'est que ils partageaient vraiment les mêmes valeurs. Une très grande humilité, ça veut pas dire un manque de fierté. Finalement, l'humilité et la fierté, c'est extrêmement lié. Et les 2 personnes les plus fières que j'ai jamais rencontrées dans ma vie, ce sont mes 2 parents. Mais en même temps extrêmement humbles et avec ce sens de l'autre, du respect de chacun. Et surtout le respect du travail. Et c'est ça qu'ils nous ont légué à mon frère et à moi. Et c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a une éducation qui a été extrêmement dure à ce niveau-là. Pas forcément dans la recherche du meilleur diplôme, du meilleur CV. Pas du tout. Ils n'ont jamais été configurés comme ça, hein, nos parents. C'était cette fierté de bien faire son travail. Cette fierté, peut-être forcément d'être le meilleur. Il y a cette âme de compétiteur, mais cette envie d'aller jusqu'au bout des choses et de ne rien lâcher tant qu'on n'a pas accompli ce qu'on devait accomplir. Et je pense que c'est ça qu'ils nous ont légué. Donc, autant dire que oui, on a peut-être une cuillère en argent dans la bouche, mais elle était amère. Ou en tout cas, a posteriori, je sais toute la force qu'ils nous ont léguée, qui nous ont permis, à mon frère et à moi, il avait que 17 ans, mon frère. Il n'était pas dans l'entreprise, mais autant dire que lui, il a fallu qu'il assure aussi de son côté. Parce qu'il n'avait personne, il n'avait plus de père. Moi, j'en avais 24 ou 25, mais lui, il n'en avait que 17. Il est rentré plus tard dans l'entreprise, mais il a fallu qu'il passe son bac, qu'il termine ses études, et il avait personne pour lui tenir la main. Et moi, j'étais happé dans cette entreprise qu'il fallait redresser, et j'ai pas été là, au quotidien dans ces premières années. Et ben, il s'est démerdé tout seul. Alors, bien sûr, il avait notre mère, mais elle-même, elle faisait face aussi à ses propres enjeux. Il fallait être solide. Et je pense qu'on est une famille qui est extrêmement solide. Je pense qu'on est une famille qui ne lâche rien. Et c'est ça, en fait, qui nous caractérise. Souvent, je dis à nos équipes, et ça en fera sourire certains, nous, on n'est pas des chats de salon.
C'est très bon un chat de salon, c'est un joli persan, on l'a dans son canapé, dans son fauteuil. Il est sympa, on a envie de le caresser, mais en fait il sert à rien. Nous on est des chats de gouttière. Et malgré tout ce qu'on a accompli, on est des putains de chats de gouttière, mais on va se démerder, on va s'en sortir, on va trouver des solutions. Et c'est ça qu'il faut être dans la vie. Et c'est justement avec cet esprit-là que tu as repris cette entreprise, parce que tu le disais tout à l'heure, une entreprise qui est dans un état pas forcément incroyable, même bien au contraire. Et en 2 ans, tu arrives à redresser justement avec ta garde rapprochée. On parlait tout à l'heure d'Olivier Lamiraud, mais c'est tous ces gens-là avec lesquels tu t'entoures en fait pour te battre pas tout seul en fait. Exactement. Alors, si on doit faire un peu la chronologie, parce que là aussi, j'ai tiré une bonne leçon de ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu bénéficier d'une garde rapprochée qui était celle de mon père, puisqu'il avait déjà pris sa retraite. Donc, il avait plus sa garde rapprochée, ou en tout cas, à la direction de cette entreprise, il n'y avait plus de ces grognards qui auraient pu m'aider et me transmettre quelque chose. La transmission, je suis allé la chercher ailleurs. Je suis allé la chercher dans certaines personnes qui n'étaient pas forcément aux manettes de la direction de cette entreprise, et d'autres qui ont rejoint ce projet. En fait, j'ai formé ma propre garde rapprochée, qui n'est plus en grande partie là aujourd'hui, ou qui est en train de partir, parce que les générations, les départs font que on est obligé de renouveler. L'âge est là, et on peut plus continuer à travailler comme on l'a fait. Mais je leur dois beaucoup, parce que j'ai formé mon dernier carré, qui a été autour de moi, qui a résisté avec moi, et qui m'a transmis aussi des valeurs, beaucoup. Du travail, du management, beaucoup. Alors, ils étaient pas là à mes côtés, parce que on avait des chantiers partout. Mais le fait de travailler avec eux, j'ai appris beaucoup. Et puis j'ai appris par moi-même, avec les collaborateurs au quotidien. Et puis finalement, tant qu'on n'est pas dans la merde, on sait pas ce que c'est. Et cette situation extrêmement difficile, c'est celle-là qui m'a permis de grandir. Donc j'ai formé mon premier carré. Donc quand on dit en 2 ans j'ai pu redresser, non, je l'ai pas fait seul. Je me suis trouvé mes grognards. Je me suis trouvé mes vieux coriaces expérimentés, solides, loyaux, capables de tenir aussi cette entreprise avec moi pour pouvoir la redresser. Et puis j'avais quand même des bons fondamentaux. J'avais la marque Renault, qui était déjà une marque extrêmement formatrice pour moi, et c'est pour ça que j'ai tendance à dire j'ai le sang jaune sur le plan de la compétence, sur le plan professionnel, mais aussi dynamique commercialement. Et puis on avait des très bons sous-officiers. Autant j'avais une carence de la direction que j'ai remplacée assez vite par mes grognards, autant j'avais des super chefs de service, et en dessous j'avais une super base, des super équipes. C'est comme ça qu'en fait le groupe il a pu repartir vite, parce que s'il avait fallu se séparer des 430 collaborateurs et repartir de zéro, autant dire que je serais mort. Donc j'ai pu m'appuyer sur eux. Il a fallu prendre des décisions de bon sens pour réorienter le paquebot, mais les moteurs étaient là, les équipages étaient là, et c'est comme ça que ça a pu repartir très vite en l'espace de 2 ans. Tu parlais de 430 salariés, maintenant je crois que vous êtes plus de 1300, quelque chose comme ça? Alors, aujourd'hui on est exactement 1350, mais finalement on est presque 1004, et puis finalement à la fin de l'année on sera probablement 1480, presque 1500. Et le chiffre d'affaires a dû faire du x3, voire un peu plus même. Voilà, on est de l'ordre du pas loin du milliard. Pas loin du milliard maintenant, ouais. Donc c'est pour mettre en perspective un peu cette évolution. Il y a forcément plein de marques aussi qui sont rentrées dans vos concessions. Je pense que les auditeurs seront impatients qu'on en parle. Alors, comme ils sont impatients, est-ce que je peux ajouter juste une chose avant les marques? Parce que tout à l'heure, on a cité Olivier Lamiraud. Olivier Lamiraud, moi, je connaissais pas à l'époque, en fait. Je connaissais pas cette histoire qui liait nos familles. Et en fait, je suis devenu ami avec lui, mais presque par hasard. Parce que ça fitait, parce que je le trouvais cool, pertinent, il avait une vision de l'automobile différente, et parce que je sentais cette bienveillance en lui vis-à-vis de moi. Et c'est en devenant copain que j'ai appris que son père avait nommé le mien concessionnaire, qu'Olivier avait appris... À travailler aussi, ouais, c'est ça? Oui, ouais. Exactement. Il a appris le métier automobile avant de fonder son propre groupe de distribution, parce que il s'est fait tout seul aussi, Olivier. Mais il a appris aux côtés de mon père. Bon, j'ai même appris qu'en l'occurrence, il a une histoire fugace avec une de mes demi-sœurs, ça aurait pu être mon beau-frère. Mais non, finalement, c'est devenu mon ami. Malgré tout ça, la conclusion, c'est que, contre toute attente, c'est devenu mon ami sans que ça soit préparé. Et c'est comme ça, c'est lui qui m'a raconté ces histoires. Et j'ai compris toute la proximité entre nous deux, bien sûr, mais entre nos deux familles. Et pendant plusieurs années, on a entretenu cette relation amicale, sans plus, jusqu'en 2018, c'était la date que tu citais tout à l'heure,
où autour d'un verre, assez subitement, mais finalement assez naturellement, on s'est dit qu'on allait travailler ensemble. Tu veux dire que cette fusion s'est faite assez rapidement finalement dans le processus? Olivier et moi, sur ce type de décision, on reste très intuitif. Hein. Puis Olivier, c'est un pilote de course, donc voilà, il va vite. Il a les bons réflexes. En fait, on a commencé alors c'est pas bon de parler de Corona aujourd'hui, mais moi c'est une de mes bières préférées. On buvait une Corona au soleil. On a commencé la discussion au début de la Corona. À la fin de la Corona, on allait s'associer. C'était réglé, c'était décidé. Et 6 mois plus tard, les deux groupes avaient fusionné. Donc alors, LS Group maintenant. LS Group, l'Amiro Schumacher. Les marques, tu voulais qu'on parle des marques? Non, les marques. Non, en fait, on a parlé de ton frère, on a parlé de... Enfin là, ça fait quoi? Ça fait 15-16 ans maintenant que t'es à la tête du groupe. Forcément, t'as évolué avec le groupe. Tu m'avais même expliqué que finalement, t'as eu l'impression de devenir un homme à travers cette expérience, parce que tu me disais que 2 ans à peine après la reprise de l'entreprise, t'as été papa. Enfin, ça a été très vite finalement pour toi. C'est comme s'il y avait vraiment un avant, un après, quoi. Ouais, il y a eu un effet accélérateur parce que ça m'a confronté vraiment aux réalités de la vie, ça m'a confronté au management. Et le management, ça te fait grandir à une vitesse. Et puis il y a des situations qui étaient extrêmement compliquées. Donc cette entreprise, elle a fait de moi un homme et moi j'ai fait grandir en retour. Et c'est ça qui me plaît autant dans ce projet, que c'est donnant quelque part. Et je l'ai trouvé à travers mes équipes qui ont grandi à mes côtés en même temps que moi, qui ont pris ces projets à bras le corps, ces évolutions, parce que c'est vrai qu'on a changé radicalement en termes de nature en l'espace de 15-16 ans. Et c'est ça qui est vraiment excitant. Alors, on a commencé avec la marque Renault, on s'est beaucoup développé par la suite avec la marque Renault, et puis on évoquait juste avant de ce podcast encore un récent développement avec la marque Renault. Et aux côtés de la marque Renault, il y avait quand même cette curiosité de se dire, mais en fait, ça se passe comment chez les autres? Comment ça se passe toujours dans la distribution automobile, mais dans les différentes marques? Et puis, il y avait quand même cette passion automobile de se dire, un jour, j'aimerais approcher aussi ces marques hyper sportives qui me faisaient rêver au-delà de la R5 Turbo qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, ça s'est fait comment? D'abord, en l'espace de 2 ans, on a réussi à redresser l'entreprise. On a poursuivi aussi nos développements avec la marque Renault. Et Dacia aussi, d'ailleurs, on n'a pas parlé de Dacia, mais... On n'a pas parlé de Dacia, c'était ma première voiture, donc je me rappelle. D'ailleurs, t'en as eu un petit souvenir de cette Dacia. Ouais, alors comme tous les Parisiens, moi j'ai eu mon permis assez tard, et ma première voiture c'était une Dacia Logan. Alors, c'est pas la Dacia, la marque qu'on connaît aujourd'hui, qui est juste une de mes marques favorites, et qui est, la 3e ou 4e marque à particulier en France aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une marque essentielle. À l'époque, c'était encore une marque low cost, puisque j'ai une des premières directement issue de la fabrication en Roumanie, presque sans l'intervention de la marque Renault qui était en train de reprendre la marque à l'époque. Je pense que mon père voulait me faire passer un message. Mais en fait, finalement, c'est pas la Dacia qui était défectueuse, elle est jamais tombée en panne. Je l'ai malmenée, je l'ai emmenée à la fac, elle a tout fait, cette voiture. Elle est jamais tombée en panne. Celui qui était défaillant, c'était moi, c'était le conducteur. Et je me rappelle en fait de ma première grande frayeur en voiture, j'étais place de la Bastille, et ma voiture a pris feu. Donc j'avais un jet de flamme derrière, comme derrière une Aventador, mais là c'était pas du tout prévu. Et en fait, tous les taxis s'arrêtaient en me disant, mais ta voiture prend feu, arrête-la tout de suite. Et en fait, tout simplement, j'avais pas desserré le frein à main, et j'étais en train de me faire un bon embrayage tout le long de la place de la Bastille. Donc finalement, c'est pas la Dacia qui a posé problème, elle est hyper costaud. C'est moi qui devais reprendre des cours de conduite. Ça, c'était juste la petite aparté, mais ça arrive à tout le monde, ce genre de mésaventures. Donc tu expliquais tout à l'heure que il y avait une volonté vraiment d'aller chercher des marques plus prestigieuses. Est-ce que ça naît finalement durant ce voyage à Sant'Agata, ou c'est né bien plus tôt? Enfin, alors, tu me diras oui, c'est né bien plus tôt avec Maserati de toute façon. Alors c'est né bien plus tôt parce que au fond de moi, quand j'ai découvert Renault, Volkswagen, les marques du groupe Fiat, je me suis dit mais on est bon quand même nous dans les marques généralistes, nous les Chet Gouttière. On parle de marques de la Fiat 500, de Volkswagen, de Renault aujourd'hui avec sa nouvelle gamme R5 Alpine qui vont partir quand même sur de l'access premium. Hein. On n'est plus sur une marque généraliste sans identité, sans profondeur technologique. Toutes aujourd'hui se valent et sont des marques extrêmement fortes. Mais quand je regardais ces marques, on dit les marques sportives pour qu'on comprenne de quoi on parle en fait quand on tourne un petit peu on tourne autour du pot, parce qu'Alpine c'est une marque sportive. On parle de marques incroyablement réduites. On parle de Lamborghini, Ferrari, Aston Martin.
On parle de Bentley, on parle de McLaren bien sûr, on parle de Bugatti, on parle aussi de Porsche. On parle de ces marques qui sont juste complètement hors normes, et pas seulement en termes de prix, parce que souvent on les rabaisse à un tarif, mais le tarif il est justifié par une technologie, par une profondeur, par une histoire, par des performances de la voiture qui sont juste incroyables. Et finalement, quand j'ai travaillé les marques Renault, le groupe Volkswagen, le groupe Fiat, je dis mais pourquoi je veux travailler ces marques-là? Parce que j'ai appris tellement à travers ces marques en termes de process, de méthode et surtout de qualité et de satisfaction client, et puis de technologie, puisque c'est ces marques-là qui fondent souvent les marques sportives. Les pure players des marques sportives, ils sont peu, à part McLaren. J'en connais très peu. Ces marques sportives, elles sont toutes adossées à des grands groupes qui partagent leur technologie et qui ont les moyens financiers pour les emmener à ce niveau-là. Et je me dis, mais pourquoi moi je serais pas capable de les travailler? Je regarde mes équipes, les femmes, les hommes qui les composent. Je me regarde moi, je me dis, mais en fait, j'en suis tout à fait capable. Alors bien sûr, ça demande du travail, mais si nous on est capable de satisfaire nos clients avec des volumes à traiter de vente, après-vente, pas possible, avec des moyens plus limités, finalement avec un peu plus de temps, parce que c'est ça qui fait la différence entre je parle en termes de travail autour d'une marque sportive, je parle pas de la technologie, de ce que font les constructeurs, en termes de travail. Et c'est quoi la différence entre Renault et Lamborghini chez qui nous sommes aujourd'hui? Chez Lamborghini, on a plus de temps. On a plus de temps pour satisfaire nos clients. Parce que tu as moins de volume, tu as un effet de rareté. Exactement. Tout simplement par le prix. Donc si je suis capable de les satisfaire et d'avoir des notes de 4,5 sur 5 chez Renault ou chez Dacia, normalement c'est un 6 sur 5 que j'obtiens chez Lamborghini. Parce que j'aurai plus de temps pour accompagner encore un peu plus personnellement nos clients. Mais ne nous y trompons pas, en fait, dans toutes les marques généralistes, nos équipes, nos vendeurs, nos réceptionnaires, nos mécanos, moi-même, on connaît nos clients, on essaie de les connaître. Alors, bien sûr, chez Renault, quand on traite des dizaines de milliers de clients, je peux pas tous les connaître, bien sûr, mais il y a toujours quelqu'un chez moi qui les connaît. Et c'est ça, en fait, que nos clients recherchent, mais que ce soit dans les marques sportives ou dans les marques généralistes, c'est ça que tu recherches quand tu vas consommer un produit ou un service. C'est ce que je recherche. C'est pas d'anonymat, c'est d'être connu. Et je me suis dit, c'est ça la clé. C'est ça la clé pour représenter ces marques sportives. C'est de connaître chacun de nos clients et de lui accorder du temps. Et c'est ça qui m'a donné envie, parce que on a tous envie de représenter une marque comme Lamborghini. On a tous envie de représenter McLaren ou Bugatti. Alors ça demande du travail. C'est clair. Ça demande du temps, ça demande de la présence. Mais là encore, faut pas s'y tromper, hein. Nos clients, on va pas les chercher en boîte de nuit, hein. Ça n'existe pas. Ça c'est l'imaginaire collectif. Il faut avoir un atelier hyper efficace avec nos ingénieurs derrière qui sont formés. Il faut être disponible pour eux. Il faut être à l'écoute. Et finalement, après, c'est presque facile parce que ce sont des clients qui sont dans une démarche de passion. Donc, ils sont là pour le plaisir. C'est pas comme chez Renault ou chez Volkswagen ou chez Fiat, quand on a un artisan qui a juste son véhicule qui est immobilisé parce qu'il doit être entretenu et qui peut pas travailler parce que son véhicule c'est son outil de travail. Là, autant dire qu'on a une sacrée pression, hein, parce qu'il faut lui sortir son véhicule vite parce que sinon il peut pas manger, il peut pas générer le chiffre d'affaires, il peut pas bouffer et c'est normal. Et nos équipes se démènent pour le satisfaire. Alors qu'on a un client qui passe la porte parce que il a envie d'acheter un Urus, une Aventador, une 720S ou une Bugatti Chiron, une Alpine A110 ou un Maserati Levante, autant dire que là on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on a le temps pour l'accompagner. Et c'est ce que nos équipes ont très bien compris chez nous. Et ce temps, elles l'accordent à chacun des clients parce que justement elles savent qu'elles bénéficient d'un confort dont leurs collègues dans les autres marques ne peuvent pas bénéficier. Mais ce temps, on l'accorde à nos passionnés, en général, et pas seulement à nos clients. Un gamin qui passe le pas de la porte, dans nos établissements très sportifs, il est accueilli de la même manière, devant une Alpine, devant une Lamborghini, devant une Maserati, que n'importe lequel de nos clients acheteurs. Pourquoi? Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on a tous eu des posters chez nous. On a tous rêvé de ces marques-là. Et on peut pas être élitiste, et cette passion, elle se partage parce que c'est cette passion qui fonde les marques. On dit que Ferrari, c'est la première marque mondiale. C'est pas les 9500 clients Ferrari chaque année qui portent la marque. Ce sont les dizaines ou les centaines de millions de personnes qui la reconnaissent, qui seront peut-être jamais acquéreurs. Et puis souvent, on me dit, mais en fait, tu le fais parce que
peut-être que quand tu vois le gamin, ça sera un potentiel acquéreur. Non, c'est pas vrai. Oui, peut-être qu'il sera acquéreur un jour, mais je me projette pas à 20 ans déjà. Et puis, on ne fait pas tout dans une démarche mercantile. On le fait parce que ce gamin, ça peut être nous. On le fait parce que ce gamin, ça peut être un des miens. Moi, les miens, ils ont les yeux exorbités. Et pourquoi seuls mes gamins auraient le droit de voir ces voitures? Parce que juste cette passion, elle est géniale. Et qu'à un moment, on fait ça pour le plaisir. Il faut que le plaisir, il reste là. Et alors, à quel moment tu as enclenché justement ce processus? Alors, c'est un peu l'escalier. Ça veut pas dire que chaque marque est au-dessus des autres, mais chaque marque m'a aidé en fait à approcher les autres. Alors d'abord, moi, j'avais Maserati, parce que Maserati, c'est le grand tourisme, c'est la marque qui me faisait rêver avec Alfa Romeo, parce qu'il y avait cet imaginaire et il y avait cette idée de liberté autour de Maserati. Le son Maserati, qui est une signature juste incroyable, mais cette liberté, parce que c'est Maserati qui a fondé le grand tourisme. Et je crois que j'avais juste envie, de me dire, mais l'automobile, c'est quoi? C'est de pouvoir rêver. Et Maserati, donc, c'était la première marque. Alors, j'ai eu cette chance de convaincre. Il y a un moment précis. Ouais, il y a un moment précis. Je réfléchis à la meilleure manière de raconter cette histoire. J'avais cette chance de connaître des personnes qui, chez Maserati, que j'avais rencontrées dans d'autres marques auparavant et qui avaient une écoute bienveillante. Et je me rappelle d'une réunion, en fait, où je les ai retrouvés et où je me suis retrouvé face aussi au directeur Europe de l'époque de chez Maserati. Et aucun d'entre eux n'avait forcément la vision de ce que je voulais leur proposer. En fait, j'avais un site qui était disponible et que je trouvais merveilleux parce que il me faisait penser au grand tourisme, à cet art de vivre de chez Maserati, parce que dans un secteur où le temps s'arrête, avec un magnifique portail, parce que en fait déjà à l'époque intuitivement je voulais faire de mes concessions des maisons. Et ce site c'était une maison et je voulais en faire la maison Maserati. Et lors de cette réunion, il voulait parler de notre projet qui à l'époque m'intéressait moins. Et en fait, à chaque fois, je suis revenu sur mon projet de maison. Et toujours sur mon projet de maison. Et je n'ai rien lâché pour leur vendre ma maison. Et à la fin de la réunion, ils ont tapé sur la table, ils m'ont dit, OK, on va le faire. On va créer une concession de Maserati là où ne projetez pas. Donc on se réunit parce que l'homme nous séduit. Tout s'est joué en l'espace d'une seule réunion. Et donc Maserati... Tu as vendu ta sauce en italien, en anglais, enfin un peu... Ouais, en franglais, italien. J'ai dû sortir des mots que je pensais italiens, mais c'était probablement en espagnol. Bon, depuis, je commence à mieux comprendre l'italien parce que je partage la vie d'une italienne qui veille vraiment à ce que au moins je comprenne. Mais je me suis démerdé comme je pouvais et ils ont compris le projet. Et surtout, ils ont vu la passion. Donc, comme quoi, quand on a cette envie profonde, on est capable de vendre sa sauce. Et puis voilà, peut-être que je suis un peu vendeur dans l'âme. Ça, c'était en quelle année, cette première étape? Ça, c'était en 2014. Là, on parle de cette réunion en 2014. Et en 2015, on a lancé le site. Mais l'histoire, en fait, ne faisait que commencer. Parce que on s'est hyper investi dans ce projet. C'est un projet passion, véritablement le nôtre. Et quand je dis le nôtre, c'était celui de cette nouvelle équipe que j'étais en train de former qui m'a suivi dans ce projet en disant, mais on va chez Maserati, mais on connaît pas du tout cet univers. Je leur dis, mais vous allez voir, on va se démerder, on va y arriver avec un peu de bon sens. Et puis on sait parler à un client, nous. On sait parler à un client. Donc, avec cette envie, avec ce travail, avec cette rigueur, on va les satisfaire et on va réussir. Et puis un jour, on avait lancé Maserati, j'étais en réunion en plus sur des comptes d'exploitation, autant dire que j'avais envie de m'arracher les cheveux. Et puis j'ai un appel qui vient d'Italie, je me dis ouais, ça va être encore une emmerde, je le prendrai plus tard et puis je voulais terminer la réunion. Et je sors de la réunion et je l'écoute, le message vocal qui m'avait été laissé. Et alors là, surréaliste, alors je suis incapable de faire... Alors en l'occurrence, c'était un accent écossais qui me dit... En synthèse, alors voilà, ici le constructeur Lamborghini, en fait on recherche un candidat pour représenter la marque sur Paris. On voulait savoir si éventuellement ça pourrait vous intéresser. J'écoute le message, je retourne voir l'équipe, je dis je crois que c'est une énorme blague, je dois faire l'objet d'un canular, c'est pas possible, je n'y crois pas. Mais déjà je commence à avoir des frissons parce que je sens que quelque chose se passe. Tu sais quand tu sens que il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, tu dis là c'est mon train, je l'entends là, je ne le vois pas encore mais c'est mon train et je vais pas le rater ce train, je vais monter dedans. Donc j'ai appelé effectivement Lamborghini
souhaitait un candidat pour Paris, ou plutôt plusieurs candidats. C'est pas drôle, parce qu'il a fallu se battre pour avoir ce projet. Quoi, la shortlist, c'était 5 personnes? Alors j'ai jamais su exactement. Je pense qu'il y en avait 5 à l'origine, puis 4, puis 3, puis 2. Et la vraie bataille, elle s'est jouée sur les 2 derniers. Mais malheureusement, je ne pourrais pas tout raconter, je n'ai pas le droit. Bah, bien sûr. Mais en tout cas, on s'est bien battu. Alors comment ça s'est passé? D'abord, je courais pas mal à l'époque, et la vraie question était de se dire, mais où est-ce qu'on va mettre ce site? Parce qu'il faut présenter un projet à la marque en disant, nous, on va avoir un projet avec une équipe, avec un établissement pour représenter la marque à Paris. Et j'avais pas, en fait, de site. Et comme quoi, parfois, il faut être capable de se déconnecter un petit peu du quotidien pour avoir l'illumination. Et donc, je courais à l'époque et j'étais sur mon tapis de course. Et j'ai eu l'illumination parce que j'ai pensé à un site situé au cœur du quartier de la Défense, qui était un peu laissé à l'abandon, qui était pourri, dans un environnement immédiat qui n'était pas génial. Et je me suis dit, mais en fait, elle est là, ma pépite. Tu sais, c'est comme dans une mine, en fait. Tu creuses, mais finalement, ta pépite d'or, tu la vois pas. Tu vois, elle est recouverte de terre, elle est brute, il y a une veine, mais tu vois pas. Mais je me suis dit, là, j'ai mon filon. Donc, je suis allé voir l'équipe, je leur ai dit, on va le faire là. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible, on va pas le faire dans Paris. Puis le site, il est trop moche, il est dégueulasse, ça va pas passer, le constructeur va jamais l'accepter. Je leur ai dit, faites-moi confiance, on va y arriver, on va vendre notre sauce. Et effectivement, on a imaginé ce projet et coup de bol, il faut toujours un peu de coup de chance. On pouvait y développer ce qui était essentiel pour nous, véritablement un atelier, parce qu'on peut pas vendre des marques sportives sans avoir un après-vente, parce que finalement, nos meilleurs vendeurs sont des ingénieurs derrière qui entretiennent les véhicules. C'est justement cet espace où on va prendre soin des véhicules, c'est ce que veulent nos clients. Parce que le quartier a explosé, c'est le quartier de la Défense, donc on est dans la city parisienne, et puis la Défense c'est le premier quartier d'affaires européen, parce qu'on était sur les quais de Seine, parce qu'on était accessible, parce qu'en fait on a imaginé le projet complètement différemment, je pense, de ce qui allait être présenté par nos concurrents. Et on est arrivé avec notre offre de challenger. Puis surtout, c'est qu'on a défendu le projet et qu'on allait le défendre. J'ai emmené toute l'équipe. Ils ont halluciné d'ailleurs quand on allait la première fois à Santa Agata. On a débarqué à 6. Franchement, il y en a pas un qui parlait vraiment bien anglais. Hein. Moi, je le comprends parfaitement, mais je le parle pas du tout, ou très peu. Donc là, pour le coup, on a vendu. Ça a été le grand oral. On a vendu. Moi, j'ai vendu mon frère, ma mère, ma belle-sœur, mon chien, tout le monde pour essayer d'avoir ce projet. En fait, j'avais compris que c'était mon moment. C'était mon moment lorsque mon père et notre père à François à moi est décédé, parce que il fallait que je prenne ma place. Et là, j'ai senti que c'était mon moment et qu'on pouvait engager l'entreprise dans autre chose. Quand je dis autre chose, c'est que ces marques-là, elles étaient très symboliques, parce que représenter ces marques-là, c'est parce qu'on a cet ADN généraliste, cet ADN premium. Et c'est ça qui est essentiel, c'est ce savoir-faire de nos 1400 collaborateurs aujourd'hui qui nous permet de représenter ces marques sportives. Et symboliquement, c'était fort parce que je voulais avoir aussi encore un chapitre que j'aurais coécrit avec mon entreprise, mais avec mes équipes, mais qui serait le mien. Et je voulais prouver qu'on était capable de le faire pour moi, pour eux, pour tout le monde, pour avoir cette fierté. Pas parce qu'on avait de l'argent, des moyens, des fonds, parce qu'on avait ce savoir-faire, parce qu'on avait cette humilité de vouloir s'améliorer et cette fierté qui est liée à cette humilité de réussir ce projet. Alors, j'ai embarqué tout le monde à Santa Agata, on arrive à 5-6, et là, c'était, on va dire, ma nouvelle équipe qui venait en plus d'arriver, qui découvrait le truc, où je leur balançais Lamborghini comme ça, on va faire Lamborghini dans un bush, parce que c'était un peu ça. Et je leur dis, on va tous à Santa Agata. Et je me rappelle, cette arrivée à Santa Agata, c'est là où j'ai eu ce pic d'adrénaline. Tu peux l'avoir sur circuit, tu peux l'avoir quand tu deviens papa, quand tu rentres en salle de naissance. J'imagine qu'à chaque fois, tu auras toujours cette même adrénaline quand tu vas découvrir ton enfant, quand tu retrouves ta chérie. Mais là, je me rappelle de celui-ci parce que professionnellement, waouh. Donc là, on est en janvier 2017, c'est ça? Ouais, exactement, bravo. C'est de mémoire des dates que je n'ai pas. On doit être en janvier 2017. Et j'ai eu mon gros shoot là. Là, c'est meilleur qu'un saut à l'élastique. On arrive à Santa Agata. Alors déjà, on prend notre petit EasyJet, ou je sais plus quel vol low cost on a pris. C'est bien de faire des contrastes. Oui. Ah bah toujours. On reste des chats hein. On arrive à l'aéroport. Donc avec cette équipe, on était exactement, je nous compte, on était 4. On était 4. Je regardais Delphine qui est à côté, qui en faisait partie. On était 4. On arrive à l'aéroport. Bon. Et qu'est-ce qu'on voit à l'aéroport? Dans le petit aéroport de Bologne, en fait. Putain, on voit 2 Lamborghini dans l'aéroport.
mais juste magnifiques, dans des couleurs incroyables, parce qu'en fait, on arrive chez Lamborghini à Bologne. Et là, je me dis, mais là, on arrive dans un univers de malade. On va à notre hôtel, on passe la soirée un peu stressé par le lendemain en se disant, bon, il va falloir assurer, parce que c'est le grand oral, en fait, tout va jouer sur ce grand oral. Mais on s'est pas trompé. Tout s'est joué sur ce grand oral. Tout s'est joué en 1 heure, 1 heure et demie de soutenance. On prend notre taxi, 38 km, on arrive à Sant'Agata. Devant Sant'Agata, on voit des bureaux. Alors Sant'Agata, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là où il y a tous les bureaux de Lamborghini, la partie commerce, marketing, le musée, et c'est là où il y a toutes les unités de fabrication et toute la R&D. En fait, tout est au même endroit. Et Sant'Agata, donc c'est à 38 km de Bologne, un peu dans la Pampa, là-bas, je connais pas le nom de la région, c'est en... Bon, j'arrive pas à le prononcer, mais Émilie-Romagne, c'est ça? Oui. Oui. J'ai pas encore l'accent italien. Et donc on voit les bureaux. Bon, on voit une devanture. C'est des bureaux un peu années 80, comme t'imagines un peu certaines parodies, tu vois, comme The Office un peu Ouais. à l'extérieur, mais en beaucoup plus gros. Bon, on se balade à l'intérieur, ils nous montrent le musée. Alors musée, deuxième petite piqûre, dans le musée Lamborghini, là on voit des modèles du jamais vu. Mais c'est encore l'histoire, c'est pas le présent. Mais tu sens que la pression elle monte, l'adrénaline monte. Et là ils nous disent bon, alors maintenant on va passer de l'autre côté. On va dire ah mais c'est quoi l'autre côté? Et puis tout simplement on s'approche d'une grande double porte qui s'ouvre tout d'un coup. Et alors là, tiens regarde, tu vois j'ai encore les frissons qui sont en train d'arriver. Rien que d'y penser. La double porte s'ouvre sur la fabrique. Et là c'est le moment professionnellement un des plus incroyables de toute ma vie. Je vois à droite une rangée mais 20, 30 Aventador à perte de vue dans toutes les couleurs. À gauche, le même nombre d'Huracan, avec des unités de fabrication de part et d'autre, folles, mais folles. Et au bout de cette allée, mais à croire qu'ils avaient millimétré le truc, je vois un mulet passer. Et pour la première fois, personne ne l'avait jamais vu, je vois le Lamborghini Urus. Donc un mulet, c'est une voiture qui est maquillée hein, pour Exactement. Pour les auditeurs. Donc j'étais un des premiers à voir l'Urus, que tout le monde fantasmait, mais sans que personne n'ait pu poser son œil dessus. Et je le vois au milieu de cette allée, avec des Aventador et des Huracan à perte de vue, des unités de production, mais d'un niveau technologique inouï. Et je vois ça au milieu, et je me dis, mais je suis tombé où, quoi? Je suis tombé où? Et alors là, la température était montée, mais là, j'étais devenu bouillant. Je n'en pouvais plus. Je me suis dit, je ne repartirai pas sans devenir concessionnaire. Il faut que je devienne concessionnaire Lamborghini à Paris. Ce n'est pas possible. Alors, on a continué la visite. On a vu le meilleur de la technologie du groupe Volkswagen et Audi qui sont là en appui, en fait, pour apporter toute leur puissance à Lamborghini, mais qui a gardé son développement, qui a gardé son esprit artisanal, qui cohabite justement avec presque cette robotisation extrême, où on voit des processus de fabrication que je n'avais jamais vu jusque-là, niveau technologique, et qui cohabitent avec les ingénieurs qui travaillent sur les moteurs. Et j'avais l'impression, même si Lamborghini n'a jamais été en F1, j'avais l'impression d'être dans les paddocks de la F1, ou avec les couturières qui travaillent sur la sellerie à la main de chaque véhicule, parce que chaque véhicule est unique. Et c'est ça qui est fou chez Lamborghini, c'est qu'on est complètement schizophrène. On est dans ce que l'automobile peut produire de plus incroyable en termes de performance, et on est resté paradoxalement très artisanal, où on connaît chacun, même des collaborateurs. Alors à l'époque, il n'était que 750. Aujourd'hui, il y en a 1000 de plus. Les volumes ont explosé avec l'Urus. Et d'ailleurs, on n'en a pas assez. C'est notre problème pour, je pense, chaque concessionnaire Lamborghini, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'offres pour satisfaire. L'Urus représente une grosse partie de vos ventes, j'imagine maintenant. Oui, la moitié des ventes. Mais que ce soit l'Urus d'ailleurs ou ce que nous on appelle les plates, c'est-à-dire les non SUV. Tu me donnes 2 fois plus de production, je te vends 2 fois plus de voitures. C'est bien un problème de pénurie auquel on est en train de faire face, un problème de délai. Bon, après, ça participe à la passion aussi autour du véhicule, et c'est la rançon du succès. Et je me rappelle, à l'époque, ils nous ont fait déjeuner dans cette grande salle où, en 2 rotations, les ouvriers, les ingénieurs déjeunent tous ensemble, femmes et hommes, tous dans la même salle, tout le monde mélangé, le marketing avec le commerce, avec les ouvriers à la production, tout le monde ensemble. On rentre dans cette salle, il y avait un brouhaha de dingue, on est rentré, il y a eu un silence d'1 seconde ou 2,
Tout le monde nous a regardé avec énormément de bienveillance et ils ont repris leur conversation. Ils étaient tous en tenue noire et or. Une tenue, bon, en plus, italienne, hyper fitée, avec le petit drapeau italien sur le côté, mais noir avec l'énorme taureau doré, l'écusson, le blason de la marque, l'écu dans le dos. Et c'était d'une beauté dans cet environnement qui était clinique. Je n'ai jamais vu une telle force de marque, une telle fierté portée par chacun d'entre eux au même niveau. Parce qu'il faut se dire que chacun d'entre eux est une part du taureau. Et je me suis dit, je veux devenir une part du taureau. Je veux faire partie de cette aventure. Et tu t'es dit finalement, acheter une Lamborghini c'est bien, mais en vendre c'est encore mieux. Ah bah attends, c'est comme lorsque t'étais petit, tu pouvais jouer avec les petites voitures, mais à ton anniversaire t'avais le garage. Et le garage, c'est le plaisir ultime, c'est de voir toutes ces petites voitures qui rentrent chaque jour, qui en ressortent, et de voir ces passionnés qui participent à ce projet. Parce que là, on est chez Lamborghini, et on en a discuté il y a quelques instants. Ce qui t'a plu le plus, le showroom est magnifique, il est monumental. Mais c'est cette immense baie vitrée où tu vois travailler nos ingénieurs derrière sur les véhicules, où on voit notre atelier et on voit les véhicules qui rentrent, qui sortent de couleurs différentes. Et finalement, oui, je suis content d'avoir la voiture, mais je suis encore plus heureux d'avoir le garage. Tu t'en souviens justement de cette première que vous avez pu livrer ? La première qui arrivait plutôt en concession. Alors, je me rappelle parfaitement de cette première voiture parce qu'en fait, toute l'équipe a fait le tour. En fait, on a fait des tours de des tours de manège. Delphine Akias. Voilà, tous, parce qu'il fallait partager ça. C'était l'aboutissement en fait de 6 mois de travail au corps pour que la marque nous choisisse. Et la marque nous a même choisi, nous, alors qu'on n'était pas forcément le premier choix du groupe, mais parce qu'elle a cru dans notre projet. Donc elle est même allée à l'encontre presque de sa maison mère, bon, qui était sur le fond contente que ce soit nous, parce qu'on était déjà concessionnaire des marques du groupe Volkswagen. Mais là, c'était vraiment un choix de la marque Lamborghini avant tout. Donc 6 mois où il a fallu convaincre, au-delà de cette soutenance, de retenir notre projet. Et alors la première voiture, lorsqu'elle a été livrée, on n'avait même pas de concession encore, elle n'était pas achevée. Et c'était une Huracan Speeder. Gris argent intérieur noir, et je pense qu'elle a passé 2 jours à être essayée pratiquement par toutes et tous, en tout cas dans l'établissement Renault dans lequel j'étais, parce que voilà, cette victoire c'était la nôtre à tous, il fallait qu'on la partage, et ce kiff il fallait qu'on l'ait tous, parce que cette voiture c'était pas ma voiture, c'était pas leur voiture, c'était notre voiture à tous, et surtout c'était celle de notre garage qui allait arriver. Le garage, c'est ça qui était beau. Pour rester dans le prestige, dans le luxe, dans l'hyperlatif, comment ça se passe avec Bugatti ? Je sais que tu fais ce fameux voyage à Molsheim, mais comment ça a pu... En termes de parcours client ou comment je suis devenu... Ouais, comment c'est arrivé en fait ? Comment c'est arrivé sur ton bureau finalement ? Tu l'as cherché, j'imagine. Alors, effectivement, comme Lamborghini, j'ai eu un appel. Je me suis dit, attends, c'est encore une blague. J'ai eu un appel d'une personne que j'avais pu connaître chez Lamborghini et qui avait évolué chez Bugatti. Et qui m'a dit, écoute, un Italien toujours, les Italiens sont au cœur de toutes nos préoccupations, j'ai l'impression, qui me dit, ça te dirait de représenter la marque Bugatti à Paris ? Ok. Viens nous voir à Molsheim, on va en discuter. Bon, ok. Donc là, je prends non pas mon petit EasyJet, mais je prends mon petit... Alors c'était pas un TGV Inouï, c'est un Ouigo, je crois. Pour Strasbourg, mon petit taxi, et je me dirige vers Molsheim. C'est situé à 25 minutes en voiture de la gare de Strasbourg. Et en fait, le taxi je sais pas où il faut que j'aille, en fait. J'avais jamais imaginé à quoi ressemblait le siège de Bugatti en Alsace. Et le taxi me dépose devant une grille. Bon, je m'approche de la grille. Et là, je me dis, mais c'est une blague. Est-ce que je suis au bon endroit? Parce que je vois une arche en pierre, très 12e siècle, hein. On imagine l'arche des Templiers. On aurait pu voir un film Da Vinci, le Code, je sais plus comment ça s'appelle. C'est Da Vinci Code. De Da Vinci Code. Se tourner là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec du lierre partout, magnifique, une allée en gravier. Puis je regarde, la grille s'ouvre, donc je remonte cette allée et je vois un magnifique château derrière. Une Type 35, j'ai su après ce que c'était aujourd'hui, c'était les cigarettes bleues des années 20, qui étaient les voitures les plus performantes, hein, qui montaient à 200 km/h et qui étaient fabriquées par Bugatti. Je dis, qu'est-ce que c'est que cet endroit de fou? Je vois une Chiron qui passe au ralenti à côté dans la même livrée bleue que la Type 35. Donc là, on a les deux extrêmes qui se rencontrent
le plus beau dépassé de la performance sportive et la voiture la plus incroyable aujourd'hui. Et là, entre les voitures, et là, je me dis, mais je me frotte les yeux, je vois des daims qui passent. Et des daims, des AIMS, l'animal, en liberté dans le parc. Et je me dis, mais où suis-je? Et là, en même temps, j'entends le bruit des pales d'un hélicoptère qui se pose derrière le château. Je dis, je pense que je suis au bon endroit, mais je me pince, tu vois. Il y a des moments comme ça, tu te dis, mais en fait, je suis heureux de les vivre parce que je n'imaginais ça que dans les films. Et puis, en toute simplicité, l'équipe Bugatti qui m'accueille sur le perron du château et qui me fait la visite où je découvre ce château d'Ettore Bugatti qui a été restauré. L'orangerie d'Ettore Bugatti qui est en activité, qui est magnifique, dont un jardinier s'occupe, bien sûr, les daims et les personnes qui s'occupent des animaux. L'unité de fabrication, là j'ai l'impression d'être chez Airbus, qui cohabite avec ce château, une unité de fabrication, mais c'est incroyable, c'est juste incroyable, c'est indescriptible. J'ai pas pu prendre de photos, c'est forcément interdit, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie, avec l'atelier à côté, donc ces 85 Bugatti sont assemblés chaque année. Pas une de plus, pas une de moins. Je dis ça. Et ça, c'est le parcours que tous les clients vivent quand ils prennent la réception. Et on termine dans ce salon dans lequel on déjeune ensemble avec un mur d'écran qui me souhaite la bienvenue. Puis je dis en toute simplicité, j'avais mes deux interlocuteurs chez Bugatti, et en toute simplicité, là j'ai quelqu'un qui rentre, qui s'assoit face à moi, c'est Stéphane Winkelmann. Rien que ça. Qui se met à déjeuner avec nous et qui me dit, mais en fait, tu vois les choses comment? On parlait alors toujours dans un français, anglais, mêlé d'italien, pas allemand, parce que je parle pas allemand, et de toute façon j'ai l'impression que sa langue aujourd'hui, à lui, native, c'est devenu l'italien, ou en anglais. Et il me dit, mais comment t'imagines les choses à Paris? Et c'est comme ça que le projet de Paris a été conçu, dans une discussion très simple, très informelle, avec un haut niveau de confiance parce que j'avais été recommandé par les personnes qui m'avaient appelé jusqu'à Bugatti et que j'avais connu de chez Lamborghini. Beaucoup d'écoute pour essayer de faire les choses autrement, pour essayer de travailler la marque autrement. Et ce qui était important pour moi, pour Stéphane, c'était cette volonté de réenraciner la marque en France. Parce que Bugatti, avec Alpine, ce sont les deux seules marques qui sont à 100% assemblées en France. Alors bien sûr, il y a Renault qui est assemblé en France, bien sûr, il y a Peugeot, il y a Citroën, il y a Toyota qui en volume est peut-être le premier en fait constructeur assemblé en France. Mais Bugatti Alpine, ce sont les deux seuls à 100% assemblés en France. Et justement, c'est ça qu'il voulait démontrer dans l'univers de tous. Et on voit que la marque Bugatti revendique énormément cet héritage français. Et il voulait un représentant à Paris. D'ailleurs, c'est assez amusant dans son parcours parce que lui maintenant s'occupe de Lamborghini. Et il s'occupe des deux, oui. Il s'occupe des deux. Il a été chez Lamborghini. Ils ont dû l'envoyer en mission commando chez Bugatti. Et ils se sont dit, en fait, c'est l'homme qu'il nous faut pour chapeauter les deux. Alors, on n'est pas sur les mêmes univers de marque. On n'est pas sur les mêmes ADN, mais on a quand même un certain nombre de points communs. Et puis, Stéphane Winkelmann est un homme qui a, je vais pas dire, l'amour du produit, c'est trop simple de dire ça. Finalement, on devient tous des car guys quand on a la chance de travailler dans le secteur automobile. Et d'ailleurs, quand on est dans l'automobile, généralement, on n'en sort pas ou peu parce qu'on aime ce métier, quelle que soit la marque et les fonctions qu'on occupe. On est piqué. C'est quelqu'un qui a conscience des marques. Il est très fort, il est très bon. Et moi, je suis très heureux de l'avoir et chez Bugatti, chez Lamborghini, parce qu'il a cette vision pragmatique, mais avec cette dose de passion et cette conscience de ce que veulent les clients, cette sportivité qui est nécessaire. C'est quelqu'un qui est à la fois commerce, qui est à la fois méthode, qui est à la fois marketing, qui est à la fois process, qui est à la fois industriel. En fait, il couvre tout. Et puis, c'est un mec qui a vraiment une personnalité et une poigne. Et c'est ça qu'il nous faut pour emmener ces marques-là. Il nous faut ce type de leader. Donc, moi, je suis très content qu'on l'ait récupéré chez Lamborghini. Non pas qu'auparavant, son prédécesseur était moins bien. Au contraire, il a fait des très belles choses. Mais j'ai confiance dans Stéphane. J'ai confiance que j'ai pratiqué, surtout en Bugatti. J'ai bénéficié de son héritage en Lamborghini et savoir qu'il revient aussi chez Lamborghini, c'est un vrai atout. Pour revenir un peu sur la France, il y a une marque qui est forcément très importante pour ton groupe et pour toi aussi. C'est Alpine. Parce que c'est aussi ton daily en fait. Ta 110 Nord. Ouais, c'est mon daily. C'est quoi ton surnom d'ailleurs?
Peut-être que tu connais un surnom sur moi ou sur ma voiture que moi je n'ai pas. Non, mon sac à main? Non, tu m'as dit que c'était ta boîte à gants en fait. Ma boîte à gants. Forcément, exactement. moi je m'en suis souvenu si tu veux. C'est ma boîte à gants. En fait, c'est ma voiture qui me sert à tout, dans laquelle je range tout, et en fait qui est un peu ma vie au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai coutume de dire finalement c'est ma boîte à gants, parce que quand tu ouvres ta boîte à gants, t'as tout. T'as tout ce dont t'as besoin, t'as tes papiers, t'as tous ces trucs qui traînent, mais qu'il faut ranger, mais que tu ne veux pas, que tu veux avoir sous la main. Tout ce qui t'est pratique, tout ce qui t'est utile. Et c'est ça, cette voiture pour moi. Et c'est aussi, comme ma boîte à gants, comme la boîte à gants, beaucoup de passion. Parce que cette voiture, je la kiffe en fait. Je l'adore quand je vais travailler, quand je la démarre, elle me donne le sourire, j'ai le sourire aux lèvres, parce qu'elle passe partout, parce que je peux faire de la route avec, parce que je peux passer dans un embouteillage, je peux passer dans le cortège d'un gilet jaune, et les mecs... Le cortège. Ouais, c'est chaud, hein. Dans une voiture, ça aurait été compliqué, je me suis retrouvé au milieu, mais tout le monde m'a dit, ouais, super, ta Renault Alpine. J'ai dit, bon, c'est une Alpine. Ok, c'est Renault, mais c'est une Alpine. Mais en fait, c'est ça qu'ils voient. C'est cet assemblage en France. Ils voient un positionnement qui est hyper intelligent, qui est humble, un prix certain, mais qui est bien en deçà des véhicules de la même catégorie qu'elle bat, d'ailleurs, en termes de performance. Une ligne, finalement, que tout le monde trouve incroyable et qui plaît beaucoup aux femmes. Un côté pratique parce qu'elle est compacte, parce que j'ai pas peur de faire un créneau avec, j'ai pas peur de rentrer dans un parking, j'ai pas peur de prendre la route et d'être sur les petites routes, au contraire c'est là où elle est le plus à l'aise, où j'ai pas peur de griller 5 voitures sur la place de l'Étoile. Voilà, en fait, elle est pour moi tout le temps permanente partout, cette voiture. Et puis je la trouve belle, et puis merde, c'est le groupe Renault et on est capable de faire des voitures. Parce que c'est ça qui est fou, on en parlait avec Alpine. C'est que c'est une marque de passionnés, alors d'ingénieurs, mais pas seulement, c'est une marque d'ingénieurs, de pilotes, que quelques-uns en mode commando ont réussi à sortir finalement avec assez peu de moyens, putain, et qui bat tout le monde, quoi. Tu sais, j'ai enregistré un épisode avec Bernard Olivier, donc l'ex-CEO d'Alpine. Merci à lui, parce qu'il nous a légué juste un produit incroyable. Et c'est surtout qu'ils ont fait ça avec des moyens très limités, en fait. C'est ça qui est incroyable. Et c'est justement, tu le ressens, cette frugalité dans la voiture, pas parce qu'elle est mal faite, mais justement parce que plus d'une fois, elle aurait jamais dû naître. D'ailleurs, il l'appelle la voiture qui aurait jamais dû voir le jour, en fait. Et heureusement qu'elle est venue, cette voiture, parce que quand je regarde sa ligne, il y a un coup de crayon qui est incroyable. Comme tu dis, elle est très épurée, elle est essentielle. Mais c'est l'ADN de la marque, en fait. Il faut que la voiture, elle soit légère. Tu peux partir dans une recherche d'une surpuissance pour avoir la performance. Mais à contrario, il y a des marques comme Alpine, comme Lotus, comme toutes les marques sportives aujourd'hui, McLaren, toutes ces marques issues de la compétition, en fait, la recherche de la légèreté et de l'essentiel. Et c'est ça qui est important. C'est une sportive essentielle. Et c'est pour ça que j'adore. Et c'est vrai qu'avec les moyens qui étaient les leurs, c'est vraiment de la passion qui a pu permettre de sortir ce produit qui est aussi hors norme. Et puis, sur le plan marketing, ils ont quand même été très forts sur le lancement 100% digital, sur cette revendication du savoir-faire français. Franchement, incroyable. C'est un ovni, cette marque. Et moi, tout ce que j'espère, et quand j'entends Luca Di Beo qui dit, moi, je veux réinvestir dans Alpine, désormais, notre branche sportive, c'est Alpine, je dis bravo, quoi. Parce qu'il a compris que là, on a un miracle qui est né de la foi de quelques-uns. Et ce miracle, franchement, il mérite de perdurer. Il mérite de se développer. Nous, on a 2 centres alpines dans le groupe. On est le seul groupe au monde à avoir 2 centres alpines. Donc, autant dire que cette fibre, on l'a. Mon associé Olivier, il court encore. Alors aujourd'hui sur des courses classiques, mais en alpine. Alpine, ça veut dire quelque chose. On parlait tout à l'heure, quand j'étais petit, c'était la R5, la R5 Turbo, mais j'aurais dû citer l'Alpine aussi. Mais il y avait les R5 Alpine aussi, d'ailleurs. Et il y avait les R5 Alpine. J'espère qu'on aura une R5 électrique. Et tu sponsorises aussi, enfin, le groupe sponsorise aussi Laurent Urgon. C'est aussi une personne que j'ai interviewée sur ce podcast. À l'époque, il était encore chez Renault Sport parce que la fusion n'avait pas été faite. Et il est engagé sur l'Alpine Europa Cup. Il est engagé sur l'Alpine Europa Cup. C'est la 3e année, en fait, qu'on consacre à Laurent pour l'accompagner. C'était un partenariat d'abord groupe Schumacher et qui a été repris par LS Group et qu'on a pu augmenter compte tenu désormais de la taille des LS Group. On adore Laurent parce que là j'ai parlé de l'individu. On évoque beaucoup la sportivité, l'esprit sportif, c'est l'humilité et la très grande fierté. C'est l'humilité de se dire je me remets en question à chaque course pour essayer de m'améliorer. Je n'oublie pas que si je suis là, c'est grâce à mon équipe, peut-être grâce aux sponsors, mais grâce à ceux qui m'entourent, qui me font confiance et qui m'aident. Et c'est cette fierté de se dire et je vais être numéro 1. Faut pas confondre fierté et orgueil. C'est cette fierté qui
qui ne s'oppose pas à l'humilité. Et ces caractéristiques, ou en tout cas, ces adjectifs, ce sont bien ceux qui fondent en fait la personnalité d'un mec comme Laurent. Un mec comme Laurent, il est hyper accessible, il est hyper sympa, il est fair-play, il est doux, il est gentil. Il reconnaît tous ceux qui lui tendent la main pour pouvoir réaliser son rêve, mais ça reste un compétiteur. Hein. C'est clair. Il a beau être sympa sur la piste, putain, c'est lui qui passe. Hein. Et moi, je vois les vidéos, il passe entre les voitures, il veut être numéro 1. Hein. Il veut pas se contenter d'être numéro 5. Et c'est ça qui est beau chez lui. C'est cette grandeur d'âme, en fait, que je trouve chez Laurent et qui est celle des pilotes qu'on aime et qu'on a envie d'accompagner particulièrement. Et d'ailleurs, Laurent a gagné ce week-end à Spa. Ouais, mais c'est pas la première fois d'ailleurs. Hein, cette année, il fait une super saison. Il fait une super saison. Pour le moment, il est 3e au classement. Alors, je vais pas dire il mériterait de monter parce que face à lui, il y a un pool de 4-5 super pilotes, notamment dans son écurie, qui méritent tous de gagner. Bien sûr, il y a un petit cœur supplémentaire pour Laurent, mais ici, ce sont ses collègues qui gagnent. On sera aussi très heureux pour eux parce qu'ils sont méritants. Donc là, il est 3e. Il a eu des petits soucis techniques, où il a eu des petits coups de pas de chance, on va dire. Et pourtant, il est 3e. Ça veut dire qu'il est bien dans le match, il est bien dans la course. Donc, on compte Laurent, très fort sur lui. si t'écoutes ce podcast. Et je garde un souvenir très ému des visites des locaux de Renault Sport avec lui. J'ai eu la chance de voir les coulisses, si tu veux, de la mise au point de plein de véhicules de Renault Sport, et c'était une chance incroyable. C'est grâce à Laurent, donc je te salue. Il y a une autre voiture qui est vachement importante, et j'ai envie de te dire, j'en vois encore l'évocation juste devant moi. C'est l'Aventador SVJ qu'on voit là, couleur violetta, c'est ça? Alors, viola. Et avec l'accent italien, ça donne 30. Ah oui, c'est pas pareil. Tu vois, ouais, non, je suis très loin du compte encore. Pourquoi on parle de cette voiture? Parce que t'as une Diablo SE30, qui est une voiture qui est, je crois, limitée à 150 exemplaires. Et en fait, en tout cas pour moi, elle a beaucoup de sens. Forcément, c'est la voiture que tu lis à Jamiroquai, qui est, je crois, un de tes idoles. Enfin, ce groupe fait partie de ta vie. Et j'ai lu aussi, ça je l'ai appris, tu vois, tout à l'heure dans le train, en me renseignant sur cette voiture, c'est que, pour le coup, ton homonyme, Michael Schumacher, en a eu une aussi. Tu déconnes. Non, c'est pas une bonne. Non, c'est vrai. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui nous relient inconsciemment à Michael Schumacher. Ah, je savais pas, c'est une nouvelle. Alors, cette Diablo, peut-être qu'inconsciemment, ça m'a guidé. Hein. Bah, peut-être. Alors, cette voiture, il y a la voiture de notre enfance, celle des 6-12 ans, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ou les voitures, celles qui nous ont marquées dans les odeurs, l'odeur d'essence, l'odeur du parfum, l'odeur du tabac, la sensation du siège. Quand on est petit, c'est ces premiers souvenirs de voiture. Et la voiture, elle est vraiment inscrite dans tous les inconscients collectifs. Donc, ne négligeons pas la place de la voiture dans nos constructions personnelles. Il n'y a pas une journée sans que qui que ce soit ne voit pas une voiture passer. La voiture, c'est le premier dessin que tu fais, ou un des premiers avec une maison. Donc, c'est très important, la voiture. Et j'aime pas trop ce rejet qu'on a de la voiture aujourd'hui, parce qu'elle mute, elle change, elle s'adapte bien plus que d'autres secteurs, et elle mérite pas ce rejet que certaines élites intellectuelles peuvent avoir, surtout aussi parce qu'elles n'en ont pas l'usage. Parce que la France qui travaille, elle a besoin de voitures. Les gilets jaunes, peu importe ce qu'on en pense ou pas, il y avait un vrai problème. Hein. Il y avait un vrai problème du quotidien. Donc ne soyons pas élitistes à rejeter la voiture qui est le quotidien de 99% des Français. Donc il y a cette voiture de l'enfance, celle qui marque, et puis il y a la voiture du kiff. Et la voiture du kiff, c'est celle vraiment des posters dans sa chambre d'ado. Et c'est pour ça que je disais, alors moi j'ai toujours adoré la Countach, mais ma génération à moi, c'est vraiment la Diablo. Et en fait, la SE30, elle est sortie, ou elle a été présentée, je crois que c'était en 93, j'avais 12 ans. Donc c'était vraiment au moment où je rentrais dans cette phase du kiff. Et bien sûr, à l'époque, on associe ça beaucoup aussi à la musique. Je veux dire, il y a la mode, il y a la voiture, il y a la musique, tout ça c'est lié. Et c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs dans nos maisons sportives, les marques qu'on représente, c'est de lier ces univers. On parlait de sneakers, on essaie beaucoup d'associer l'univers de la sneakers à nos voitures, à des événements liés à la musique. Et à cette époque-là, qu'est-ce que j'écoutais? Pas mal d'acid jazz, comme beaucoup, Portishead, Jamiroquai. Et Jamiroquai, c'est un mec de passion. Alors, il était déjà un peu précurseur dans cette dimension écologique, ce qui était intéressant.
Et en même temps, il kiffait la voiture. Il kiffe toujours d'ailleurs. Et il kiffe toujours la voiture. Ouais, il en a des sympas. Là, il nous a présenté sa LaFerrari. Ouais, il a des trucs sympas dans son garage. Et dans Cosmic Girl, qui est un de mes morceaux préférés comme tous, et je crois que Cosmic Girl c'était 98 dans ces eaux-là. Eh bien, en fait, il est avec ses potes. Il est dans le sud de l'Espagne et il prend ses voitures et il se dit mais on va se faire un trip, on va se fumer dans ma voiture. Et il y a une voiture qui ressort, bien évidemment, c'est celle qui conduit. 96. 96, merci beaucoup. C'était sa préférée à l'époque, c'est cette Diablo. Et c'est vrai que cette couleur, elle est dingue cette couleur, elle est tellement Jamiroquai. Et donc moi je regardais le clip sur MTV, je devais être chez le dentiste, à me faire arracher mes bagues, je sais pas quoi. Et je me disais mais un jour, j'espère que je serai d'abord un peu moins moche, parce que c'était l'adolescence, et un jour j'espère que j'aurai autant de style que Jamiroquai. Et je voyais que cette voiture, et elle est restée gravée. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on ait cette voiture. Et d'ailleurs, on voit que Lamborghini travaille beaucoup ses hommages à la Miura, à la Diablo. Bientôt, peut-être, qui sait, on va nous parler de la Countach. Ah oui, t'as des informations là. Je sais pas. C'est une intuition. Et ça va être incroyable. Et justement, cette magnifique Aventador SVJ, elle est dans la même livrée que la Diablo. Et c'est une couleur qui est unique. On se dit pas c'est une voiture violette, on se dit c'est une voiture de ouf. Et il y a que Lamborghini pour avoir des couleurs comme ça. Et t'as fait un shooting incroyable avec Calvin Courgeon aussi, avec qui j'ai aussi enregistré un épisode. En fait, je suis le dernier à passer. Le meilleur pour la fin. Exactement. T'as vu tout le monde, en fait. Exactement. Non, je prends ma retraite après. Ouais, voilà. Là, il y en a 50, t'es le 52e, non, t'es pas le 52e. Il y en a 51 qui sont sortis. Ouais, on adore Calvin parce que Calvin, bon, d'abord, je le trouve hyper cool. Très très jeune. Ouais, mais très talentueux. Mais voilà, en fait, moi, je vois pas son âge, justement parce que son talent et son professionnalisme à Calvin font oublier ça. Et puis moi j'oublie pas, hein, à 25 ans je suis devenu 24-25 ans je suis devenu concessionnaire. Donc faut pas s'arrêter à l'âge. En tout cas, j'ai pas cette mauvaise lecture. T'es pas vieux toi non plus. Non. Hein. Voilà, tu vois, on parle sans problème d'égal à égal. Donc Calvin, ouais, en plus sympa, gentil, discret, beau gosse aussi. Ça participe, tu vois, je trouve qu'il véhicule une très belle image de l'automobile, où on se renouvelle, on est un peu funky, et on croise l'univers, la mode, les femmes, qui sont pas exclues de l'automobile, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans le shooting, une dimension aussi intéressante, 80s, 90s, une recherche de l'image, du graphisme, et il est très bon pour ça, Calvin. Et donc ouais, on a fait une séance où on s'est un peu marré, avec l'équipe de Lamborghini Paris, avec la maman de Calvin aussi, donc on fait toujours tout ça en famille, avec un vélo aussi que j'avais réussi à trouver, qui est un custom, qui est une réinterprétation sur un BMX de cette voiture incroyable, donc de la Diablo SE30. Et on s'est fait un shooting un peu Miami Vice. Et le résultat est incroyable. Le résultat est assez incroyable. Ah ouais, je sais pas si t'as vu dans l'entrée, d'ailleurs Calvin nous a fait des grands tirages. Non, mais je vais les voir. Notamment d'une des photos qu'on a prises et qu'on va accrocher dans la concession. On pourra le montrer tout à l'heure si on fait un petit tour pour le vlog, ça pourrait être cool. Pour changer de sujet, j'ai une question qui me taraude un petit peu, rien à voir avec ce dont on a pu parler, mais il y a une marque que vous avez distribuée pendant un moment, c'est Infiniti. Infiniti, pour moi, c'est un peu la marque qui est apparue avec grand bruit, si tu veux, et qui a disparu un peu discrètement. Alors, Infiniti a malheureusement... c'est le symbole, je pense, du politique qui prend le pas sur la réalité. Je m'explique. Aujourd'hui, tous les constructeurs sont sous énorme tension parce que les politiques en général veulent les verdir. Alors, veulent les verdir. D'abord, est-ce que en électrifiant à toute vitesse nos parcs automobiles, est-ce que réellement on a des bilans qui sont plus verts qu'ils ne l'étaient? Je laisse la question ouverte parce que moi, j'en suis pas certain. Les constructeurs automobiles font leur job. Ils produisent des véhicules qui consomment des énergies vertes, de plus en plus vertes, partiellement ou totalement. Ils mettent en place depuis déjà des années, et c'est en vraie accélération, des chaînes, des systèmes, des écosystèmes de recyclage. Donc le job il est fait par les constructeurs automobiles, pourtant on continue à leur taper dessus, mais bon. Ça, je ne comprends pas. En revanche, on va commencer par se poser une question. L'électricité que tu mets dans ta voiture électrique, est-ce qu'elle est verte? Moi, j'en suis pas sûr. Et là, il y a un gros boulot à faire. Je suis content que tu soulèves ce débat parce que j'ai l'impression effectivement que la voiture électrique souvent est entre guillemets présentée comme la solution, alors que manifestement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une solution, mais plutôt des solutions.
Et il y a peut-être ce côté un peu solution simple à problème complexe, alors qu'en fait, problème complexe égale solution complexe. On est d'accord. Ou un ensemble de solutions qui doivent se cumuler. Je suis entièrement d'accord avec toi, à 300%. Le mérite des politiques, au moins, c'est d'accélérer une transition. Mais attention, une transition trop brutale, on le dit souvent, c'est comme un sevrage de la drogue. On peut tuer le patient. Attention avec ce sevrage à ce que d'abord on ne tue pas des compétences, des savoir-faire dans la filière automobile et des emplois, parce que c'est ce qui est en train de se passer, parce que pendant des années, le politique, et notamment en France, a poussé vers des motorisations thermiques et notamment diesel. À partir du moment où on change radicalement de braquet en l'espace de 5 ans, tout un tissu industriel et les emplois à la clé, bah forcément ils peuvent se retrouver complètement détruits, voire anéantis. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, saluons plutôt le travail qui est fait par les constructeurs, parce que quand on voit la rentabilité des constructeurs et les investissements financiers dans la R&D, je veux pas dire qu'il faut les plaindre, mais ils font le job bien plus que dans d'autres filières. Donc, saluons plutôt ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont vraiment en train de muter. Et nous, les réseaux de distribution, ça accélère nous-mêmes nos mutations, nos investissements et ces changements qu'on évoquait au début de notre interview. Saluons-le plutôt, parce que le boulot est fait. Mais posons-nous, et comme tu disais, un problème complexe, une vraie réflexion globale et qui va être complexe, plutôt que de rentrer dans des partis pris, à faire des raccourcis. Parce que je trouve ça très con, tout simplement. Donc, il y a un vrai boulot qui est fait dans cette électrification et partielle ou totale des parcs automobiles. Et ça, j'aimerais bien qu'on le reconnaisse. Et pour revenir juste à Infinity. Et donc, Infinity, qu'est-ce qui s'est passé? Infinity a développé des motorisations qui ne répondent plus aux critères actuels en termes d'émissions de CO2, en termes de motorisation. Critères c'est très arbitraire. Hein. Est-ce qu'on protège vraiment l'écologie ou pas, ou est-ce que c'est une partie de l'écologie ou de critères de pollution qu'on défend sans en oublier d'autres. Je veux dire, bref. Mais je pense que c'est pas forcément le débat ici. Et donc, Infinity en a fait les frais parce qu'Infinity a développé des motorisations qui, tout d'un coup, brutalement, n'étaient plus acceptées sur notamment le marché européen. Donc, à un moment, Infinity et l'alliance Renault-Nissan fait ses calculs. Je veux dire, si les motorisations aujourd'hui sont tellement pénalisées qu'elles font reposer et sur les constructeurs et sur les clients des pénalités, des taxes, des malus insoutenables, autant arrêter. Et on sait que le développement de motorisation, alors on parle de motorisation, mais après il faut l'intégrer dans le véhicule, ça demande des centaines de millions d'euros d'investissement pour chacune d'entre elles. Donc à un moment, il y a un choix économique qui est fait. C'est tout. Et Infinity en a fait les frais, mais il n'y aura pas qu'Infinity. Infinity, c'est le premier symptôme d'un mal profond, mais il y en a d'autres qui vont tomber dans les années à venir, et d'autres plus gros et potentiellement intouchables, en tout cas de ce qu'on en pense aujourd'hui, mais qui pourront pas suivre la cadence. C'est pas possible. Et derrière les constructeurs qui tomberont, derrière les marques qui tomberont, il y aura des emplois. Et même chez les constructeurs qui survivront, il y aura des emplois détruits. C'est sûr. Pour finir sur une note plus positive et finir ce podcast, est-ce qu'il y a encore une auto qui te fait absolument rêver? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au groupe, enfin à tout le monde? Alors, est-ce qu'il y a une auto qui me séduit aujourd'hui? Mais tu sais, en fait, quand t'es concessionnaire, souvent on me dit, en tant que concessionnaire, on me dit, mais en fait, qu'est-ce que t'as comme voiture qui t'appartient? Je dis, mais finalement, j'en ai aucune qui m'appartient parce que j'ai toujours envie de celle de demain. Parce que d'abord c'est mon outil de travail, donc à un moment je vais pas commencer à garder des voitures alors que mon métier est de les vendre, de les reprendre, de les réparer, de les entretenir. Donc je peux pas en garder, c'est fou. C'est comme si t'avais un fromager qui gardait pour lui les meilleurs fromages. Non, en fait ils sont voués et ça fait partie du plaisir et c'est l'essence même de notre travail à être remis, vendu à nos clients, mis entre les mains de nos clients. J'ai envie de toutes les voitures et j'ai envie d'en changer. Alors finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de toutes les essayer. Est-ce qu'il y en a une dans le passé, peut-être un peu Madeleine de Proust, qui te fait encore rêver, du type de la Diablo SE30? Parce que j'imagine que tu l'as pas trouvée du jour au lendemain, celle-ci. Non, après si tu me parles du rêve qui est peut-être inaccessible, j'aimerais une Miura, par exemple, une Lamborghini Miura. Je rêvais d'une R5 Turbo. Mais les R5 Turbo, peut-être que Renault va me la faire. Et ça, j'en serais heureux. Aujourd'hui, en fait, j'ai mon Alpine. Chaque matin, quand je démarre mon Alpine, je la redécouvre, cette voiture.
Et c'est ma voiture du kiff. Et j'ai cette chance de pouvoir la rouler au quotidien. Quelles sont les autres voitures qui me feraient rêver? Cite-moi, toi, qu'est-ce qui te ferait rêver comme voiture? On a quelques années d'écart, c'est ça quand même. Moi, c'est une Xara VTS. Donc, tu vois, c'est pas le truc qui fait rêver tout le monde. Non, mais je comprends, c'est bon. Et c'est la voiture de mon grand-père, en fait. Attends, tu sais ce qui me ferait rêver, moi? Une Renault Fuego. Et ben voilà, par exemple. Non, mais ça serait un délire complet dans une couleur incroyable, les couleurs de l'époque qu'on disait passer et qu'on redécouvre aujourd'hui. Moi, Renault, trouvez-moi une Renault Fuego, une ancienne, ou faites-moi une réédition d'une Renault Fuego, j'adorerais. C'était dans les cartons, cette idée, d'ailleurs, de la Renault Fuego. Ouais, il y a des communications qui passent, il y a beaucoup de choses qui sont dans les cartons, et comme on a un gros designer chez Renault et un gros car guy qui s'occupe de la marque, on peut avoir des bonnes surprises. D'ailleurs, s'il écoute ce podcast, j'aimerais bien le rencontrer un jour, Gilles Vidal. Ah bah écoute, si tu veux, on essaiera de te le présenter. Ah bah avec plaisir. C'est un mec vraiment incroyable. Et justement, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le groupe Schumacher, enfin le groupe LS? Eh ben pour le groupe LS, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est tout simplement de continuer à nous développer, de réussir ces transitions, ces mutations, mais surtout garder la même passion automobile qui nous anime tous. Cette envie d'entreprendre, cette envie de changer, de découvrir des nouveaux horizons, d'avoir de nouveaux projets, et de ne pas rester enfermé dans notre quotidien, c'est bien faire notre quotidien pour pouvoir se projeter sur un nouvel horizon. C'est ce que je peux nous souhaiter. Bah sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Edouard. C'était merci génial. À toi, attends. Avec plaisir, on va continuer la visite tous les deux. Ouais, carrément, avec plaisir. On va faire un petit vlog pour justement imager un peu tout ce dont on a pu parler. Et en tout cas, merci de m'avoir invité dans ta boîte à gants. Elle est un peu plus petite que celle que t'as dans ton Alpine, parce que ton Alpine est ta boîte à gants aussi. Ouais, elle est très grande. Il y a un très grand coffre dans l'Alpine si on se pose la question, et une très grande boîte à gants. C'est vrai. Merci beaucoup, Edouard. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast, c'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Ou alors, simplement le partager, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, grâce à tous ces commentaires, à tous ces messages, à tout votre soutien, le podcast Dans la boîte à gants est actuellement le 35e podcast en France le plus écouté. C'est juste incroyable pour un podcast automobile de le sortir de ce carcan-là et aller toucher un tel grand public. C'est un podcast qui maintenant rivalise avec les plus grandes radios, donc juste un grand merci. Et voilà à quoi ça sert effectivement tout ce soutien. Ça a un vrai impact, une vraie force, donc n'hésitez pas à continuer. C'est comme ça qu'on va aller chercher des montagnes. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Nicolas qui écrit « Découvert par le podcast réalisé sur Maxime Langlais, incroyable divertissement à écouter sur la route ou ailleurs, des histoires incroyables à découvrir ». Merci beaucoup Nicolas, je vois qu'on est tous les deux fans des superlatifs et notamment du mot incroyable, mais vraiment merci beaucoup et je suis tellement heureux d'avoir fait cet épisode effectivement avec Maxime Langlais qui est à mon sens une pépite et qui a permis effectivement de faire découvrir le podcast à de nombreuses personnes et c'est juste génial de voir en fait que beaucoup d'entre vous, d'après vos témoignages, la première fois que vous écoutez du podcast et vous aviez jamais pensé au fait que ce format pouvait vous plaire. Donc j'en suis d'autant plus fier et j'espère que la suite va tout autant vous plaire. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast. Vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube Dans la boîte à gants. Pour l'instant, vous pouvez retrouver le vlog correspondant à l'épisode d'Adrien Parasol, celui de François Delecourt et le dernier en date à la découverte de Sébastien Loeb Racing et des autos du champion du monde des rallyes Sébastien Loeb. Et dimanche prochain, je vous sors le vlog de ma virée sur circuit en Lamborghini Aventador S avec Maxime Langlais au Vigan. Autant vous dire qu'avec un tel personnage, un moteur V12 atmosphérique de 740 chevaux et une boîte simple embrayage, c'était très sport. Et pour rester avec la marque de Sant'Agata, au Taureau, le dimanche suivant, un nouveau vlog en exclusivité sur YouTube, durant lequel je vous emmène en visite privée de Lamborghini Paris, guidé par son patron, Edouard Schumacher, donc excusez-moi du peu. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube Dans la boîte à gants pour ne rien louper. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur YouTube, à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a actuellement 55. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.